j'ai pris une claque visuelle comme j'en ai pas pris depuis 3 ans, depuis Avatar 2. Le problème, c'est que c'est pas Avatar 3, c'est Avatar 2.5. Les Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Un œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties, où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, écoute, bah là on va parler du dernier blockbuster de l'année, dernier film de la chaîne, voilà, le film qui va faire tous les débats comme l'avait fait le 2, voilà, Avatar 3. Et ouais, bon, on va pas mal discuter. En plus, c'est la première fois qu'on parle de James Cameron, du coup, puisque il fait un film tous les je sais pas combien d'années, donc on peut pas en parler souvent, mais du coup ouais, je suis assez excité à l'idée de parler d'Avatar et bon voilà, accrochez-vous, je sais pas combien de temps va durer l'épisode, je sais pas combien de temps on va parler. Là on va faire, je pense, une petite partie, on va parler quand même de James Cameron, de ce qu'on pense de lui, de Avatar 1, Avatar 2 évidemment dans une première partie, avant de parler directement d'Avatar 3, et voilà, et de toute façon il y a les timecodes dans la description, voilà, pour ceux qui veulent aller directement au point qui les intéresse. Et bon voilà, j'en profite aussi, n'hésitez pas à liker, à partager le podcast, à mettre les 5 étoiles parce que c'est important pour le référencement. Et Ista, on va commencer. Avatar, c'est fait par qui ? C'est fait par James Cameron, je sais pas si tu connais James Cameron. C'est, pas du tout. Qui est voilà. Cet homme ? James Cameron, il est pas américain. Enfin si, il fait partie du continent américain, mais il n'est pas états-unien, il est canadien. Voilà, beaucoup de gens ne savent pas, mais voilà, il est canadien et il vient des effets spéciaux, voilà. Et bon, je pense que voilà, maintenant c'est assez connu parce que James Cameron c'est un des réalisateurs les plus identifiés du grand public. Voilà, je pense avec peut-être Spielberg, Tarantino, voilà, Nolan maintenant. Et il a apporté Scorsese. Oui, Scorsese aussi, voilà. Il a apporté des innovations technologiques pour le cinéma en fait quasiment à chaque film, quoi. C'est ça qui le démarque beaucoup. Et parce qu'il vient de là, et les effets spéciaux, le défi visuel, voilà, c'est ça qui l'intéresse. Mais moi, ce que j'aime bien avec son côté technologique, etc., c'est que le défi visuel, il est toujours au service du récit. Il va développer des nouvelles technologies parce qu'il en a besoin pour raconter ses histoires, quoi. Il est obligé de passer par là, quoi. Et même s'il a un petit côté, il est fier d'être un pionnier de la technologie, quoi, d'être le premier à faire certains trucs, voilà, le premier à aller, je sais pas combien de mètres dans les profondeurs de l'eau, voilà, il a un petit côté comme ça. Et c'est un pionnier surtout de la SF moderne, quoi, parce que bon, il a pas fait que des films de SF, hein, il a fait True Lies par exemple, et Titanic, c'est pas vraiment un film de SF. Oui, voilà. Mais voilà, il était surtout connu pour faire de la SF, Terminator, Oui, Aliens. et puis même lui, voilà, j'ai vu un peu une interview où il dit que quand il était gamin, c'est même ce qu'il voulait faire, et puis lui, il était très lecteur de comic books, tout ça, quoi. Et gros fan de Star Wars. C'est ça, c'est que quand il a vu Star Wars, il s'est dit putain, moi j'aurais voulu faire ça en fait en tant que réal parce que c'est mes références, c'est les trucs que j'aime bien. Et puis après il s'est mis à la réal et voilà ce que ça a donné, quoi. Et c'est marrant parce qu'il a toujours été, à chaque fois qu'il est revenu, chaque fois dans ces décennies, il a toujours été au pic en termes de blockbuster en fait à chaque époque, quoi, en termes de succès et même d'importance, quoi. Enfin je veux dire, quand il fait Terminator 1 et 2, quand il fait Aliens, quand il fait Titanic, et là maintenant les Avatars, il est toujours au pic de son époque, quoi, en termes de technologie, même d'ambition, etc., quoi. Et moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il arrive à rendre tous ces univers et récits hyper limpides, en fait ça glisse, quoi. C'est-à-dire que il rend tout lisible, il rend tout clair d'une manière en fait on se rend même pas compte, en fait, parce que je trouve qu'il arrive à rendre les choses simples, quoi. C'est-à-dire que t'as l'impression, et c'est d'ailleurs un reproche qu'on lui fait, que ces films sont trop simples à chaque fois, tu vois. Mais je pense qu'il y a une part du fait que, en fait, on se rend même pas compte qu'on a compris je sais pas combien de trucs juste par sa mise en scène, quoi. Parce que par contre Cameron, c'est intéressant, il a pas du tout un style tape à l'œil, quoi. C'est-à-dire qu'il a pas vraiment des plans signatures, il en a sûrement, mais genre, ça te saute pas aux yeux, en fait, des effets ou quoi. Il te va pas te faire de plans séquences ultra démonstratifs. En fait, moi je trouve que... ou par exemple, là je pense à Spielberg qui fait beaucoup de travelling, par exemple. Tu vois, oui, voilà, il y a un truc un peu élégant dans Spielberg, et lui, je trouve qu'il a une vraie science du montage, en fait, Cameron. Surtout comment il gère la spatialisation, par exemple. On n'est jamais perdu dans une scène de Cameron, quoi. C'est-à-dire que tu sais toujours où se situe chaque élément par rapport à quoi. Enfin, il sait super bien, en fait, gérer l'énergie, en fait, d'une scène, la tension, et il a fait parmi les meilleures scènes d'action de tous les temps, je pense, à chaque fois, quoi. Pour le coup, et bon, voilà, moi, Terminator 2,
c'est un des pics de Cameron pour moi, même si mon film préféré Cameron, je pense que c'est Abyss. Voilà, je pense pour moi. Mais Terminator 2, voilà, je trouve ça fou en fait. Et moi, ce que j'aime beaucoup en plus dans ces histoires, c'est qu'il arrive toujours à lier l'intime et le spectaculaire, quoi. C'est à chaque fois les films, c'est des spectacles de fou, mais ça parle souvent des personnages, de l'intime de ces personnages, quoi. Et bon, on va pas se mentir, il a rarement les scénarios les plus innovants en termes de direction, c'est-à-dire que c'est souvent assez prévisible où il va aller en fait son film, parce que il gère souvent des mythes et des figures, etc. Et voilà, on connaît déjà à peu près ses scénarios, mais ce qui le différencie, c'est ses univers assez originaux, mais c'est sa manière de raconter. En fait, il raconte toujours d'une superbe manière. C'est la narration en fait de ses films. De toute façon, j'ai envie de dire même Titanic, tout le monde sait ce qui s'est passé, quoi. Mais il arrive à te faire un film où pendant 3 heures tu t'emmerdes pas et que tu sais la fin, mais en fait t'es à fond dedans, quoi. Oui, il a un sens de la narration. En fait, il fait croire à cette histoire d'amour sur ce bateau. Et puis après, évidemment, quand ça part en couille, voilà, je veux dire, comment il a mis en scène cette destruction du bateau, elle est quand même assez marquante. Et voilà, on sait que lui, les eaux et tout ça, c'est ce qu'il kiffe, hein, les eaux. Oui, il fait des films au scénario simple. En fait, ça va droit au but en général, mais c'est la mise en scène qui est faussement simple, en fait, qui l'accompagne, qui rend tout limpide, quoi. Et il y a un reproche qu'on lui fait souvent, c'est que c'est un cinéaste du miroir, en fait. C'est-à-dire que il va gérer des oppositions, c'est des persos similaires, mais en fait, finalement, qui sont opposés. Et ça se remarque surtout dans les suites, même si c'est à l'intérieur même de ces films. Mais dans les suites, on le voit bien, en fait, qu'il y a plein de parallèles ou de personnages qui sont les mêmes, mais finalement opposés, ou des mêmes scènes qui sont revisitées d'une autre manière. Terminator 2, par exemple, c'est exactement ça, quoi. Ça revisite énormément du premier film, mais avec toujours un truc décalé, quoi. C'est-à-dire que c'est pas le même personnage qui va vivre la même chose, quoi. Et puis, voilà, l'idée du Terminator qui revient exactement pareil, c'est Schwarzy, sauf que, non, il est pas envoyé pour la même mission, tu vois. Voilà, c'est ça. Et Aliens, par exemple, Aliens, c'est la même chose. Je veux dire, Ripley, c'est une mère qui va faire face à la mère alien, qui est aussi une mère. Voilà, tu vois, il y a plein d'oppositions comme ça dans son cinéma. C'est vrai. Et il y a un truc qu'on dit pas souvent sur Cameron, mais c'est que c'est un bon directeur d'acteur, en fait, parce que il a quand même su caster Arnold Schwarzenegger au bon endroit. Et je veux dire, c'est quand même pas facile, parce que sachant que Arnold Schwarzenegger n'est pas un bon acteur, mais il a su voir en lui, mais en fait, qu'est-ce qu'on va le faire jouer? On va le faire jouer quelqu'un qui ne joue pas, quoi, littéralement, un robot, quoi, parce que c'est un corps, quoi. Arnold Schwarzenegger, il a su le filmer, et on lui rend pas assez hommage, je trouve, sur ça, parce qu'il a vraiment, moi, il a permis à sa carrière, à Arnold Schwarzenegger, de décoller, quoi. Et bon. Ah clairement. Oui, bien sûr. Et peut-être le seul problème que j'ai même avec s'il y a eu Conan avant, quand même, je crois, mais bon. Oui, il y a eu Conan à peu près la même, mais pour moi, c'est pas la même chose que Terminator, c'est pas le même jeu, etc., quoi. Mais pour le coup, voilà, après, il en a fait sa carrière après Schwarzenegger. Il a su être intelligent, de prendre les bons réals. Après, il a été avec McTiernan aussi, qui a su bien le mettre en avant et tout. Mais moi, peut-être le seul problème que j'ai avec Cameron, c'est que je pense que c'est pas le meilleur dialoguiste, quoi, en fait. Même dans tous ses films, hein, voilà, on va parler d'Avatar, mais je trouve que bon, le discours et la morale de ces films est un peu niais parfois. Voilà, c'est un peu oui, il faut s'aimer, la violence c'est mal, la guerre c'est mal. Bon voilà, ça peut paraître un peu niais et tout. Mais c'est surtout les dialogues un peu cheesy, un peu candides, parfois, surtout sur certains personnages enfants, quoi. Quand tu vois John Connor, mais même dans les Avatars, les enfants, quand ils parlent, des fois, tu te dis, mais ouais, on sent que c'est un vieux qui est pas connecté à la jeunesse qui leur met des dialogues, quoi, parfois, tu vois. Un peu ce truc-là, ouais. Même ce côté, même parfois un peu surexplicatif dans les dialogues. Pas que ce soit plus surexplicatif que beaucoup de blockbusters, mais je trouve que sa mise en scène parle tellement pour lui qu'en fait, des fois, t'as même plus besoin d'avoir de dialogue, quoi, en fait, de temps en temps avec Cameron, je trouve. Mais voilà, j'ai beaucoup parlé sur Cameron, mais toi, du coup, c'est quoi tes films préférés de James Cameron? Moi, je crois que je suis un peu comme toi. Je crois que c'est Abyss, hein, sur le coup, que j'avais découvert assez tard quand même. Hein, je l'ai pas vu, je l'ai vu dans les années 2010, je crois. Mais ouais, j'avais beaucoup aimé Abyss. Mais ouais, je trouve que James Cameron, quand même, il faut le dire, c'est un réalisateur qui n'a aucun mauvais pas, il y a aucun mauvais film dans sa filmo. Quand même, il est constant, c'est toujours très bien. Moi, j'avais rattrapé un peu sa filmo quand j'avais regardé Abyss et tout. J'avais pas tout vu. J'avais surtout vu Titanic et Terminator 2, quoi. Et ouais, non, mais tout est super, quoi. Aliens, et puis Avatar, moi, le premier, j'avais plutôt aimé à l'époque, quoi. Donc, ouais, non, moi, c'est... James Cameron, j'aime plutôt bien. Moi, j'ai toujours apprécié ces films, même si c'est vrai, oui, ils sont très simplistes. Mais je trouve que ça marche, quoi. Et en plus, comme je disais, il y a toujours un rythme très constant qui fait que tu te fais pas chier, en fait. Enfin, ouais, la narration, narration, film de 2h30, mais ouais, voilà.
Mais tu as l'impression que t'as fait, on va dire que tu regardes la film 2h30, t'as l'impression que t'étais là depuis 1h30, quoi. Et oui, puis effectivement sur la technique et tout, c'est quand même assez fou, quoi. Parce que le premier Avatar, quand il est sorti, c'était quand même quelque chose d'assez incroyable au niveau des VFX et des CGI, quoi, notamment. Et ben en parlant d'Avatar, parce que effectivement, il fait des films uniques en fait, James Cameron au moment où ils sortent, quoi. Et je pense que en termes de films uniques, je pense qu'il a pas fait plus unique que Avatar pour le coup, parce que là c'est quand même un niveau peut-être au-dessus. Qu'est-ce que t'avais pensé d'Avatar quand il est sorti, parce qu'il est sorti en 2009 et c'était c'est devenu le film qui a rapporté le plus au box-office. Qu'est-ce que tu penses d'Avatar, le premier film, Ista? Est-ce que t'as été transporté sur Pandora? À l'époque, je l'ai vu en avant-première, donc le mardi soir, voilà, avant la sortie. Et moi, j'avais adoré le film, j'avais beaucoup aimé le film sur le coup. Je me souviens qu'il y a une personne qui a applaudi à la fin de ma séance, parce que c'est les avant-premières ici en Lorraine, on n'applaudit pas trop, c'est un peu bizarre d'applaudir un écran, mais voilà, il y a eu une personne qui a applaudi, je sais pas pourquoi je me souviens de ça, mais voilà, ça m'a marqué. Mais non, c'est un film moi que j'avais beaucoup aimé, j'en parlais souvent avec un pote, j'ai le Blu-ray et tout, voilà quoi, le 1 à l'époque m'avait beaucoup plu, mais je t'avoue que je l'ai pas revu depuis tout ce temps. Ah, tu l'as pas revu depuis 15-16 ans? Non. Ah oui. Si, j'ai dû le revoir peut-être un an après ou un truc comme ça, tu vois. Mais je l'ai pas revu, depuis 10 ans, je l'ai pas vu, ce film-là, je l'ai pas revu. Et j'ai peur qu'il ait mal vieilli si je le revois, enfin, mal vieilli, dans le sens plus les personnages ou tu vois. Parce que techniquement, ça va. Voilà. Techniquement, j'ai revu des images, c'est très bien, voilà. Je l'ai pas revu, spécialement, mais j'en ai un bon souvenir. Ouais, moi, Avatar, oui, je l'ai vu quand j'étais tout petit avec mes petits yeux, qui avait mis les lunettes 3D, alors qu'il y avait sûrement pas des bons projecteurs pour avoir de la 3D. Mais oui, pour moi, en fait, Avatar, c'est l'essence de ce qu'est un vrai bon blockbuster de SF grand public, quoi. Alors que je suis pas le plus gros fan du premier Avatar. Moi, Avatar, j'aime bien, comme tous les films de Cameron, mais c'est pas mon Cameron préféré pour le coup. Mais alors, l'univers original, techniquement, impressionnant, c'est le pari qu'il a fait sur la performance capture. On dit souvent, Avatar, ça a pas marqué la pop culture ou quoi, alors que la technologie que Cameron a développée, elle a été réutilisée je sais pas combien de fois dans tout le cinéma grand public, etc., quoi. Et en vrai, c'est aussi pour ça que je les aime, ces films Avatar et Avatar 2, etc., c'est que c'est des films uniques, en fait. C'est des vraies expériences salles que, comme j'en ai rarement, en fait, j'en ai pas comme ça des expériences en salle de cinéma, et jamais autant un univers aurait été retranscrit comme ça, avec autant de détails, avec autant de cohérence, parce que tout est cohérent dans cet univers, est pensé, est rendu sensoriel. Et moi, c'est fou, parce que ces films-là, je me pose pas la question une seule seconde de ce que je suis en train de regarder, quoi. C'est-à-dire que quand je suis dedans, quoi. Il y a pas, tu sais, je me dis pas, ah oui, là, je suis dans un univers CGI et tout. Alors après, je sais qu'il y a des gens, ça passe pas, tu sais, quand il y a que des CGI, peut-être que ils voient que ça, mais moi, je suis vraiment transporté, quoi. Et dans le 2, on y reviendra tout de suite après, mais c'est encore plus fou, ce qu'il a fait. Et après, on accepte ou on n'accepte pas la DA. Enfin, je veux dire, la DA, elle est assez radicale. C'est ça aussi. C'est des géants bleus rasta. Voilà, soit t'es dedans, soit t'es pas de ça. Toi, t'es pas dedans. Et je peux parfaitement comprendre que, ça te plaît pas. Mais tout le monde, et là, pour le coup, on parle d'impact dans la culture et tout le monde sait reconnaître un avis. Peut-être que quelqu'un va pas te dire c'est un avis ou quoi, mais c'est tellement unique comme design que tu vois le truc, tu dis c'est Avatar, c'est le truc, il y a pas deux trucs qui ressemblent à ça, quoi, tu vois, pour le coup. Après, le film, c'est l'histoire du film, c'est Jake Sully qui va accepter une autre espèce, qui va tomber amoureux d'une femme qui est entièrement faite en CGI, et c'est pareil pour nous, en fait. L'histoire de nous, c'est nous qu'on va tomber amoureux de Neytiri, qui est une femme complètement en CGI, et nous qui devons accepter de croire en ces créatures en CGI, à cette histoire qu'on nous raconte. Et c'est un peu, tout va être fait sur ça, quoi. Et il y a des gens qui adhèrent pas, c'est normal, mais moi, dans le sens de la narration, dans ce que le film veut faire, voilà, même le titre Avatar, pour moi, c'est assez révélateur, c'est hyper limpide dans sa narration, dans la découverte progressive de ce monde. Il y a vraie progression à chaque étape, c'est vraiment pensé, et en vrai, on est dans un conte, quoi. Alors oui, il y a des archétypes, comme dans le conte, le méchant, il est bien méchant, voilà, qui est joué par Stephen Long. Oui, et puis le héros, il est bien héroïque aussi. Ouais, c'est après, le héros basique des années 2010. Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, le sauveur blanc, etc., il y a un peu de ça, quoi. Même si il a un parcours, démarre quand même comme un marine, et puis il va finir, par changer. Et oui, c'est un scénario qui est
déjà vu parce que il manie des mythes, des mythologies. Voilà, le mythe Pocahontas. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont dit. Mais ouais, Pocahontas. Mais moi, quand j'ai revu pour un autre podcast que je fais, Stop Motion, quand j'ai vu Atlantide de Disney, j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à Avatar. Mais parce que Atlantide, je pense, je l'ai pas revu depuis que je suis petit, mais je pense que ça brasse les mêmes mythes que Avatar brasse. En fait, je pense que c'est là où ça se rapproche, quoi. Et voilà, Jake Sully, moi, c'est pas un perso qui m'a marqué vraiment, mais je comprends l'idée d'identification, en fait, à ce personnage, parce que c'est l'histoire d'un personnage qui va réapprendre à marcher, il va réapprendre à vivre, il va renaître totalement, autant physiquement que spirituellement dans un être en CGI. Ah oui, c'est vrai qu'il est handicapé, j'avais oublié. Bah oui, c'est l'histoire de ça, quoi. Le mec qui va reprendre à marcher, quoi. Il va reprendre à marcher dans un nouveau corps, à revivre, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas un truc aussi, tu sais, un peu un parallèle qu'on peut faire avec les univers virtuels, tu sais, genre les mémos, les trucs comme ça, où tu te fais un avatar, tu vois? Mais c'est complètement ça, Avatar. Je veux dire, Avatar, ça prend aussi du jeu vidéo. L'avatar, c'est toi, en fait. Jake Sully, c'est l'avatar du spectateur qui va aller découvrir un autre monde, etc. Ça reprend énormément du jeu vidéo également, quoi. Et après, il a disparu pendant 13 ans, James Cameron. Voilà, bon, il a pas disparu, en vrai, il a fait des docus, il a fait de sa vie, et puis il a développé énormément de nouvelles technologies. Oui, mais à la base, Avatar 2 devait sortir en 2015, je crois. Oui, mais après, le truc, c'est que... Ça a été repoussé, je sais pas combien de temps. Il voulait mettre de l'eau, et le problème, c'est que l'eau, c'est pas simple à faire, en fait, pour faire un film, et puis il a voulu développer 4 autres films, quoi, enfin, clairement. Et donc, du coup, ça a pris son temps de développer les technologies, d'aller au tournage, etc. Enfin, c'est un gros truc, quoi. Attendez, les technologies, peut-être aussi. Mais c'est ça, parce que il y a des technologies, ils ont pris 2 ans à être faits, à être confectionnés, quoi, par rapport à l'eau, etc. Parce que il y a une séquence d'Avatar 1 où c'est filmé avec l'eau. Ils ont galéré comme pas possible, en fait, et ils se sont dit, mais faire tout un film sur ça, il va falloir développer une nouvelle technologie, ça va être un casse-tête. Et il y a des techniciens qui ont dû charbonner, je pense, comme pas possible pour développer le 2. Le 2 est sorti en 2022, et qu'est-ce que tu en as pensé, Ista, du Avatar 2, The Way of Water? Moi, j'avais plutôt apprécié le 2 quand il est sorti. Voilà, j'ai pas adoré, mais je l'ai plutôt apprécié. J'étais pas en mode haters parce que voilà, il y en a beaucoup qui ont détesté. Ça a beaucoup divisé quand c'est sorti. J'avais l'impression qu'il y avait ceux qui adoraient et ceux qui détestaient. Moi, je trouve que ça a plus divisé avec le temps. Enfin, je trouve qu'à la sortie, ça allait. Ouais, peut-être. Et puis, tu sais, là, au fur et à mesure, tu sais, à l'arrivée d'Avatar 3, là, tu vois, par exemple, cette dernière année, j'ai eu beaucoup de débats sur Twitter justement sur. Avatar 2, en fait, c'était pas bien, etc. Enfin, il y a plein de gens. Alors qu'à la sortie, c'était plus nuancé. Là, j'ai vraiment l'impression que vraiment les discours sur Twitter, c'est assez vénère sur Avatar ces derniers temps, quoi. Ouais. Possible. Mais je me souviens quand même que, qu'il y avait des vidéos de certains youtubeurs qui à l'époque, quand c'était sorti, ils disaient, ouais, c'est beau, mais c'est juste une démo technique, il n'y a pas de scénario, tout ça. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Je trouve qu'il y a quand même un scénario, je trouve que ça raconte quand même quelque chose. Je trouve pas que ce soit les mêmes thèmes que le film d'avant. Je trouve quand même que c'est différent. Moi, j'avais plutôt apprécié et tout. Après, il y avait ce côté contemplatif à l'époque où, ouais, je sais pas, j'étais un peu mitigé sur ce côté-là. Oui, tu t'es ennuyé. Parce que je me suis un peu ennuyé, ouais. Je m'étais un peu ennuyé au milieu du film. Mais j'aime bien la fin, j'aime bien le climax. Par contre, j'étais déçu de Neytiri, que je trouvais très sous-exploité dans ce film-là. Oui. Et je trouvais aussi que les personnages féminins étaient toujours en train de gueuler. Voilà, le personnage de Kate Winslet et le personnage de Neytiri qui s'engueulent, voilà. Mais bon, elles se engueulent dans le 3, donc voilà, c'était voulu. Mais ouais, ça m'avait un peu gêné. Mais j'avais quand même passé un très bon moment au cinéma, quoi. Moi, j'adore Avatar 2. Voilà, je le préfère au premier. Après, je sais pas si je fais un top Cameron où est-ce qu'il se situe et tout, mais voilà, en fait, c'est un défi technique encore plus grand. Voilà, il a encore dépassé le précédent en termes d'ambition technologique parce que là, il rajoute l'eau et là, oui, c'est dingue, quoi. En fait, c'est fou ce qu'ils ont fait parce que, quand tu regardes le film, tu te poses pas la question alors que c'était quand même des persos en CGI dans l'eau, enfin, avec des créatures. Enfin, c'est fou. Et maintenant, il y a quasiment plus d'humains en fait dans l'histoire, quoi. C'est-à-dire que dans l'histoire d'Avatar 2, il y a quasiment plus de passages avec des humains, et quand il y a un humain, c'est Spider qui interagit avec un univers qui est complètement qui est pas là en fait. Il est avec des navis qui sont pas à la même échelle que lui, il est dans un environnement qui est complètement fait en numérique pour l'incruster dans chaque image, etc. Mais ça doit être un casse-tête qui est mais tu te rappelles fou. Que Spider, on est d'accord, il est en motion capture lui aussi. Alors non, enfin c'est un mix des deux, c'est-à-dire que parfois pour que il y ait la bonne échelle entre les acteurs et les personnages, en fait il y a une partie de son corps qui est en CGI ou quoi, ou parfois je pense qu'il y a des trucages et tout, je suis pas clairement constant, mais
en fait, lui, il joue lui. Enfin, tu vois, c'est un humain, quoi. Ils ont pas mis d'effet spécial sur lui quand il parle, quand il joue. Mais je pense que c'est dans les rapports Moi, j'avais vu une d'échelle. photo où il était en uniforme, tu vois, de motion capture. Quoi. Mais parce qu'il y a un problème d'échelle. Mais je veux dire, son corps, c'est son corps à lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Je sais pas comment dire. Okay. C'est juste, je pense, pour l'incruster dans l'image. Après, je suis pas expert, etc. Tu vois. Mais pour l'incruster dans l'image, comme il est pas au même rapport d'échelle que les autres acteurs, techniquement, parce qu'un humain, c'est plus petit qu'un avatar, par exemple, bah, t'es obligé de faire des trucages, etc. Et moi, ce qui est fou, c'est qu'il a rendu tout palpable, en fait. Moi, j'étais hyper immergé, encore plus que le premier. C'est plus sensoriel. Enfin, je peux sentir Pandora, quoi. Là, j'avais l'impression de découvrir encore un nouveau monde. Enfin, tout est plus poussé, l'action, etc. Le 2 me stimule encore plus que le premier parce que je préfère peut-être l'univers marin. James Cameron, il aime l'eau. Bon, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Voilà. Mais il aime les liquides, quoi. Il a un côté hyper contemplatif, le 2, et c'est ça que j'aime, en fait. Parce que j'ai l'impression, pour la première fois, James Cameron, qui a quand même un rythme hyper nerveux, pas nerveux, mais hyper nerveux dans ses films, il prend vraiment le temps, quoi. C'est-à-dire que moi, cette deuxième heure où juste on est avec les personnages, et les personnages font pas des trucs de fou, hein. C'est-à-dire que des fois ils pêchent ou ils vont essayer d'apprendre à nager ou ce genre de trucs. Moi ça m'a vraiment mis dans un côté un peu documentaire sur Pandora que j'ai vraiment beaucoup aimé, quoi. Et ça m'a vraiment transporté. Et après je comprends l'ennui, tu vois, c'est possible que tu te fasses chier. Moi j'ai vraiment été transporté. Et la dernière heure, je trouve que c'est de la folie, en fait, parce qu'il y a un triple climax en termes d'action, c'est fou, quoi, qui est encore plus fou que le premier, parce que le premier ça joue sur on va dire les airs et le sol, mais là on rajoute encore de la verticalité parce que ça se joue à 3 niveaux, c'est-à-dire que ça se joue dans les airs, ça se joue au niveau de la plateforme et ça se joue dans la mer, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est un truc de fou, quoi. C'est très Star Wars. Dans l'idée, c'est très très Star Wars. Où ils font souvent des climax où il se passe sur 3. Enfin, t'as le truc avec le vaisseau, t'as sur Terre et t'as une bataille avec une armée. Enfin, ils font ça dans beaucoup de Star Wars. Je vois ce que tu veux dire, mais là la différence c'est que les 3 interagissent ensemble, quoi. C'est-à-dire que ce qui se passe sous l'eau, ça interagit avec ce qui se passe sur la plateforme, qui interagit avec ce qui se passe dans les airs. Donc, tout se répond, quoi. Et de manière hyper fluide, hyper limpide. On n'est jamais perdu dans l'action. Enfin, c'est fou, quoi. Et je pense, par contre, que le film est un peu plus laborieux en termes de scénario. C'est-à-dire que la première heure, il y a quand même pas mal d'informations encaissées, quoi. C'est-à-dire qu'on sent que ça fait 13 ans, qu'il prépare 4 autres films. C'est ça. Et donc les débuts du film, il y a beaucoup d'informations, c'est-à-dire que on te dit qu'il y a Kiri qui est né de manière, on sait pas trop, le fils de Quaritch, alors que Quaritch, on te parle pas de lui qui a une relation, quoi, d'un fils, la réincarnation de Quaritch, de la mémoire de Quaritch dans un avatar, etc. Ça fait beaucoup d'informations dans la première heure à digérer, quand même, je suis d'accord, même si, après, je trouve que il déplie quelque chose qui me plaît bien. Et il y a quelques tropes d'écriture que je trouve pas folles. C'est-à-dire que les enfants se font kidnapper 3 fois. Le dialogue des enfants quand ils sont là, hey bro, hey you know bro. C'est là, ouais, bon, là James, calme-toi sur les dialogues et tout. Et encore une fois, le scénario est pas révolutionnaire, voilà, c'est sûr. Mais chez Cameron, encore une fois, c'est pas là où il est le plus intéressant, c'est la narration, quoi. Et beaucoup de gens ont dit que c'était la même chose que le premier. Et là, je suis comme toi, mais je ne vois pas en quoi c'est la même chose que le premier film, quoi, pour le coup. C'est-à-dire que, déjà, l'environnement visuel. Et là, on en reparlera du 3, mais là, on découvre encore quelque chose de nouveau, quoi. Toute une nouvelle faune, un nouvel environnement, de comment les personnages vont interagir avec cet environnement. On découvre des nouveaux persos, il y a toute cette famille qu'on peut adhérer ou pas adhérer à ces personnages, mais c'est pas les mêmes que dans le premier film, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est toute une nouvelle famille. Bien sûr, ouais. Et même les personnages qui reviennent, à savoir Jake, il est pas du tout dans le même état d'esprit que dans le premier film, quoi. C'est-à-dire il est complètement différent, quoi. Et même le méchant, moi, Quaritch, voilà, je vais y revenir tout de suite, mais c'est pas le même méchant que dans le premier. Après, il y a des parallèles, comme il avait fait avec Terminator 2, il y a des parallèles avec Avatar 1, quoi. Parce que Cameron, il fonctionne en miroir, donc Quaritch, il va vivre des scènes qui sont arrivées à Jake Sully dans le premier film, mais pas du même point de vue et pas sur le même personnage, ça n'a pas les mêmes effets sur lui, mais ça nous permet de comprendre encore mieux le parcours de Quaritch ici. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on parle de parallèles, mais Jake Sully ressemble plus à Quaritch dans le 2 que Quaritch, en fait. En fait, là, il a ce côté, en fait, Quaritch, déjà, il a un côté plus intéressant que pour moi dans le deuxième opus que le premier, parce qu'il est quand même plus nuancé. Et je trouve aussi. Il est plus exactement, enfin, c'est plus Quaritch, en fait, exactement. Il vit des choses à travers un nouveau corps. Mais il le dit lui-même à Spider, je crois, à un moment dans le film. Oui, et même dans le 3, ça continue ça. C'est-à-dire qu'il se rend même pas compte qu'il commence à devenir lui aussi un avis, en fait. L'espèce qu'il déteste, parce qu'en fait, il y a tout le rapport avec le regard, avec ICU, t'as des nouveaux yeux, et lui, il voit la vie d'une autre manière, en fait, en tant que Quaritch, et ça te donne un perso qui, pour moi, est super intéressant.
Et voilà, moi je suis plus connecté à Loak par exemple dans le film qui est presque un second personnage principal en fait dans le film, Loak, plus qu'à Jake Sully. Et Jake Sully dans le film, et ça c'est beaucoup de gens ont eu du mal, c'est qu'il devient un boomer en fait. C'est un boomer en fait dans le film. Jake Sully. C'est-à-dire qu'il fait les mauvais choix, il traite ses enfants comme des espèces de soldats. En fait, c'est pour ça que je dis qu'il ressemble à Quaritch, c'est un espèce de patriarche. En fait, il impose des codes patriarcaux. Alors que le premier film, il sortait un peu de ce truc-là justement. Bah justement, oui, il sortait de ça pour aller rejoindre une nouvelle civilisation. Enfin voilà, il renaissait complètement. Ouais, c'est ça, ouais. Et là où le premier film le montrait comme vaillant, comme triomphant, ici il est autoritaire, quoi. Il impose des codes patriarcaux à sa famille, des codes humains en fait à sa famille. Et le film, pour moi, montre l'échec de cette logique, quoi. En fait, finalement, Neytiri qui est repoussé dans le film, qui est mis de côté. Et je suis d'accord que c'est un peu frustrant, mais je trouve que ça fait sens dans l'histoire qui est racontée, quand même, qu'elle soit mise de côté. C'est pas juste gratuit, en mode on met un personnage féminin de côté. Elle a raison, en fait. Comme Loak a raison, en fait, de se rebeller. Et à la fin, son fils meurt, Neteyam meurt à cause de sa volonté de fuite, quoi. Et à la fin, je trouve qu'il y a une scène qui est très belle où en fait, les parents Neytiri et Jake Sully sont en danger et ils se font sauver par leurs enfants. Et voilà. Et moi, je trouve que c'est très beau parce qu'ils cherchent à contenir ces enfants. En fait, ils cherchent à supprimer leur identité parce qu'ils sont tous un peu bizarres quasiment, à part Neteyam. Mais Loak, il est un peu rebelle. Kiri, elle est clairement chelou, tu vois, pour le coup. Et voilà. Et c'est grâce à leur individualité en fait qui réussit à survivre à la fin, quoi. Et moi je trouve que c'est un film justement qui déconstruit un peu une certaine idée de la famille tradie, pour le coup, même si je sais qu'il y a des gens qui sont pas forcément d'accord avec ça. Et voilà, Jake Sully veut tout faire pour protéger sa famille, mais voilà, il se comporte en patriarche et il va apprendre que fuir ça ne sert à rien, pour le coup. Et oui, c'est un personnage qui est pas empathique en fait dans le film, et je pense que ça dérange, mais moi ça me dérange pas et je trouve que c'est plutôt intéressant en fait dans le film. En tout cas, on a fait un long prologue sur Avatar, sur James Cameron, sur tout ça. Bon, je te propose, de passer à la suite. Bon, là, le film a coûté plus de 400 millions de dollars. Enfin, c'est une dinguerie, voilà, pour les Avatars, voilà. Et on discutera après de est-ce qu'on pense qu'il va les faire ou pas. Mais je te propose de passer au film, à Avatar 3. Ouais, on peut y aller. C'est parti. Je vais te tuer, je jure. La famille de Jake Sully et Neytiri est encore aux prises avec le chagrin causé par la mort de Neteyam. Ils rencontrent une nouvelle tribu Na'vi agressive, le peuple des cendres, menée par la fougueuse Varang. Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Brittain Dalton, Jack Champion, Stephen Lang, Cliff Curtis, Kate Winslet et Ista. La dernière fois que je te pose la question de l'année, qu'est-ce que tu as pensé rapidement, sommairement, de Avatar, de feu et de cendres? J'avais quelques attentes, sans avoir une grosse hype, mais quand même c'est un nouveau film de Cameron, j'avais apprécié le 2 sans être non plus un gros fan, mais voilà, j'avais trouvé ça plutôt sympa et j'étais très curieux. Et ouais, j'en suis ressorti assez déçu, parce qu'en fait, j'ai pas eu beaucoup d'émotions, moi, devant le film, et j'ai trouvé que le film répétait beaucoup le film d'avant. En fait, j'ai eu un sentiment bizarre que c'était une partie 2, alors que je n'ai pas eu l'impression que le film d'avant était une partie 1. C'est très étrange, mais ouais, il y avait ce truc-là. Et ouais, moi, les personnages en général, j'ai pas spécialement accroché. Voilà, je sais qu'il y a des choses qui arrivent à des personnages à certains moments et j'ai pas eu vraiment d'émotion. Donc moi, c'était un vrai manque d'émotion, et je trouve que ce qu'elle raconte, c'est très similaire, là, sur le coup, au film d'avant. Donc ouais, j'ai été déçu aussi par certains parcours de personnages, voilà. Quaritch, je m'attendais à quelque chose, au final c'était pas ça, ce sera pour un prochain s'il y a un 4, je pense, mais voilà, en fait j'ai un peu l'impression que c'était vraiment une grosse répétition du film d'avant, et j'avais l'impression d'avoir un peu déjà vu le film. Je suis même assez déçu de ce que nous promet le film, voilà, la tribu du feu, qui au final je trouve n'est pas, n'est pas tant mise en avant que ça, quand même, un peu pendant la première heure et demie, je dirais. Mais sur la dernière heure, je l'ai trouvé un peu en retrait, et moi, ça m'a déçu. Donc, ouais, je suis très déçu du film, personnellement. J'ai pris une claque visuelle comme j'en ai pas pris depuis 3 ans, depuis Avatar 2. Le problème, c'est que c'est pas Avatar 3, c'est Avatar 2.5. Et c'est un peu le problème pour moi du film, c'est-à-dire que c'est effectivement une claque en termes de scènes d'action, en termes d'imagerie, en termes d'univers, en fait. Il y a aucun autre blockbuster de l'année qui est à ce niveau-là, quoi. Il met une baffe à tous les autres blockbusters. C'est-à-dire que, moi, la scène d'action finale, la scène d'action d'infiltration de Neytiri, il y a plein d'exemples de scènes qui sont folles. Mais le problème, c'est qu'il a construit ce film-là en même temps que celui d'avant, en fait. C'est-à-dire que c'est plus une deuxième partie qu'une suite, en fait. Et
ça se sent au niveau des personnages. Il y a des personnages qui m'ont extrêmement déçu, que j'avais beaucoup aimé dans celui d'avant. Par exemple, Loak, en fait, qui recycle littéralement ce qu'ils ont fait dans le film d'avant, quoi. Après, il y a des persos qui ont une continuité. Je pense à Kiri, je pense à Quaritch, etc. Mais j'ai plus du tout ce sentiment de découverte, par exemple, de découverte d'un nouveau monde que j'avais beaucoup apprécié dans le 2. Et c'est même ce qui me plaît, en fait, dans Avatar, c'est de découvrir un nouveau monde, de m'immerger dedans. Et là, le film, il a un rythme qui est énergique, c'est-à-dire qu'on s'ennuie pas une seule seconde, et je me suis vraiment bien amusé, et j'ai kiffé ma séance, mais j'ai pas l'impression de découvrir autre chose, quoi. Le peuple des cendres, Varang, ça a beaucoup de potentiel, quand ils sont là, c'est super, mais au final, on n'explore pas tant que ça, quoi. Et il y a pas mal de tropes scénaristiques qui m'agacent un petit peu, les kidnappings à répétition. Bon, oui, j'ai pris ma claque, oui, c'est peut-être l'un des blockbusters qui m'a le plus séduit cette année en termes de visuel, mais oui, je suis un peu déçu au niveau de ce que James Cameron sait et peut offrir, quoi. Alors, le film reprend directement après le 2, quoi. Enfin, je pense que c'est quelques semaines, je sais pas, mais voilà, c'est une suite vraiment directe d'Avatar 2, et moi, oui, c'est comme je l'ai dit, c'est mon problème, c'est Avatar 2.5. C'est mon reproche, en fait, à ce film-là, c'est-à-dire qu'il a pas l'identité qu'avait le 2. Je m'explique. Quand Terminator 2 sort, tout le monde sait reconnaître Terminator 2 et Terminator 1. Il y a des trucs qui sont différents qui font que il a sa propre identité. Pareil pour Aliens, quand il prend Alien et qu'il refait Aliens, c'est ce qui a été reproché, c'est que c'est pas la même chose que le 1, en fait. Et Avatar 2, pour moi, il avait sa propre identité. C'est-à-dire, on va explorer le monde de l'eau. Et avec des nouveaux personnages, etc. Ici, il reprend tous les axes narratifs et soit il les complète, soit il les recycle. Mais il ajoute pas forcément quelque chose de nouveau, en fait. Je dirais pas que c'est un remake, parce que les gens disent c'est un remake, c'est pas un remake, mais tu sens que c'est une deuxième partie, quoi. Tu sens que les deux films, ils formaient un à la base, et il l'a dit plusieurs fois, qu'à la base, il voulait faire 3 films supplémentaires, sauf que, voilà, le premier film, il a décidé de le couper en 2 parce qu'il pense qu'il y avait beaucoup de matière. Et là où j'ai pas senti que le film 2, c'est-à-dire que The Way of Water était un premier film c'est comme si c'était un film coupé en 2, j'ai pas du tout senti ça, moi, dans Avatar 2. Là, celui-là, j'ai vraiment l'impression qu'il a raccroché à celui d'avant, quoi. Et bon, c'est peut-être pour ça que Cameron, il a jamais fait de 3e volet de Saga. C'est peut-être pour ça. Peut-être c'est pour ça. Non, mais oui, moi, j'ai un gros problème, c'est que je trouve que la plupart des décors du film sont les mêmes que le film d'avant. Donc oui, ça fait que il a du mal à avoir sa propre identité. Il y avait un moment où ça part sur un autre décor. Voilà, le décor de la tribu du feu. C'est super à ce moment-là parce que c'est un truc qu'on n'a jamais vu dans la franchise jusqu'à maintenant. Mais en fait, ça dure 10 minutes dans le film de 3h15, quoi. Et au final, même le climax, c'est la même chose sur l'eau, avec le feu, tout ça, partout. Je trouve que ça se ressent beaucoup, et ouais, c'est très limité en tant que renouvellement visuel d'univers. C'est, ouais, comme t'as dit, c'est un 2.5, quoi, clairement. Et donc, ouais, ça manque de découverte. C'est ça, oui. Moi, surtout que c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on découvre plus autre chose. Alors oui, il y a quelques bestioles dans l'eau qui reviennent, des espèces de calamars, des trucs comme ça. Il y a le peuple de l'air au début. Ça aussi, ça m'avait pas mal hypé parce que quand ils arrivent et tout, avec David Tellis là, qui joue un navire là, et en fait dès que ça démarre et qu'ils déploient leur espèce de, je sais même pas comment dire, de bateau volant, des trucs comme ça, je trouve ça super en termes de design, je kiffe, mais ils sont là 10-15 minutes et puis hop, c'est fini, quoi. Et en fait et pareil pour le peuple des cendres, c'est-à-dire que le peuple des cendres, j'aime beaucoup leur design, surtout Varang, et on va y revenir après dans les personnages à Varang, etc. Mais t'as l'impression de découvrir une nouvelle peuple, et surtout que c'est un peuple qu'on n'a pas vu et qui est radicalement différent des autres, hein. Pas forcément que physiquement, parce que voilà, le peuple de l'eau était différent physiquement et tout, mais surtout, ils ont pas du tout les mêmes ambitions et les mêmes les mêmes envies, la même culture que tous les autres navires, quoi. Le problème, c'est que c'est une des meilleures séquences d'ailleurs, hein. Quand Quaritch arrive, il y a le volcan derrière, on voit cette terre qui est complètement désolée, il y a ce côté même psychédélique qui est super magnifique, là, je trouve, où qui se dégage de la séquence où Varang, elle joue avec le feu et gérer le feu et tout pour l'éclairage, ça devait être une dinguerie, techniquement ça devait être fou. C'est une des meilleures séquences du film. Et oui, c'est pas longtemps, quoi. C'est pas longtemps pour le coup, quoi. Et limite, là où on découvre le plus, c'est dans le côté des humains, en fait. C'est ça qui est fou, c'est qu'on découvre plus du camp, du côté des humains, c'est-à-dire leur camp un peu dégueulasse, là, c'est-à-dire qui est bourré de technologie, d'écran là, espèce dégueulasse, qui est
Ils ont une espèce de ville, j'ai l'impression, non? Il y a une espèce de Ouais, métropole, c'est une espèce de ville, enfin, c'est un camp, une ville, enfin, je sais pas, tu vois, je sais pas trop comment définir ce que c'est, quoi. Mais en tout cas, on sent l'opposition claire avec la nature de Pandora. On sent que les humains ont pas leur place, en fait, dans cette ville, enfin, cette espèce d'écran géant. Aussi, il y a tout un rapport avec la propagande. Là, pour le coup, ça, je trouvais ça intéressant quand Jake Sully se rend, pour le coup, et qu'on voit ces écrans, les gens qui le filment, il y a une espèce de propagande, tu vois, qu'on sent qu'ils se défilent sur Terre, etc. Mais le problème, par contre, pour le coup, c'est que oui, j'ai l'impression que le film a pas le temps. Alors que c'est ce que j'aimais bien dans le 2, c'est-à-dire que je prends le temps de traiter mes personnages, de nous faire découvrir ce nouveau monde. Après, peut-être que t'aimes pas les personnages, mais il hésitait pas à aller dans la contemplation. Et moi, c'est le truc que j'aime dans Avatar, c'est découvrir, s'arrêter sur le personnage qui voyage, qui traverse le monde, sur des gestes simples, même, hein. Des personnages, tu vois, qui vont pêcher, qui vont, je sais pas, des petits gestes simples du quotidien, mais en fait, qui sont tellement quotidiens dans un monde qui est pas censé l'être, parce que je suis sur Pandora, je suis dans un truc que ça me rapproche, en fait, de cet univers, ça m'immerge encore plus totalement, moi. Ouais, mais moi, c'est, en fait, je t'ai dit en off, mais en fait, je crois que le 2, sur le coup, ça, je me suis dit, ça m'a manqué, en fait. Parce que même si je t'ai dit que je m'étais ennuyé, au final, là, dans le 3, je trouve que ça rush, mais franchement, la première heure, j'avais l'impression, j'étais en mode, mais attends, ça va être un film où ils vont faire que de courir partout et on va rien me raconter. Enfin, j'ai vraiment eu peur, hein. C'est vraiment le coup, j'ai fait, ouais, bon. Après, il y a un moment où ça se calme un peu, mais c'est pas non plus comme le 2, quoi. Il y a un rythme très soutenu, quand même, ça rush pas mal. Et ouais, c'est un peu un problème que ça prend pas son temps, je trouve, sur certains personnages, parce qu'en fait, et puis, ouais, derrière, ça fait que, moi, je trouve que ce qui développe, ça va pas très loin, quoi. Tu vois? En fait, je trouve que le 2, là, ce qui était bien, c'est qu'il nous montrait que même si on avait vécu plein de choses dans Pandora, dans le premier, c'est-à-dire qu'il y avait encore plein de choses à découvrir dans le 2. En fait, plein de tribus, plein de personnages, plein d'environnements, plein de trucs. Et ici, j'ai l'impression que parce qu'en fait, il a construit les deux d'un coup, il a pas pensé à ce que le 3 soit encore une redécouverte, mais j'ai l'impression que ça se referme. En fait, l'univers, il se referme très vite, en fait. Alors que, oui. Pour moi, le 2 étendait, tu disais, ah, putain, il y a encore plein de trucs à découvrir. Et là, en fait, on n'a plus l'impression que le monde est si grand. T'as l'impression que là, du coup, d'un coup, ça s'enferme terriblement, quoi. Et comme tu l'as dit, le rythme est beaucoup moins dans la contemplation. Et là, on retrouve le Cameron assez nerveux. Ça s'arrête pas. Il y a beaucoup d'actions dans le film, mais c'est pas que l'action, c'est même pas forcément que les scènes d'action. C'est vraiment le film va très vite, quoi. En fait, dans le truc, il enchaîne énormément de péripéties. En fait, dans le film, il y a un côté très mythologique, encore une fois. C'est-à-dire enfin, je sais pas, j'ai l'impression que tous les 10 minutes, il y a un truc qui s'arrive, qui se passe et qui enchaîne dans le film, quoi. On est dans mercredi, ou quoi? N'abuse pas. Mais le film prend, je trouve, beaucoup moins le temps de nous immerger, en fait, tout simplement. Et il se permet d'être plus direct, je pense, parce qu'il y a eu celui d'avant, qui a été beaucoup plus poseur. Et du coup, il peut être beaucoup plus direct avec ses personnages, etc. Mais je trouve que ça crée des problèmes, et là, pour le coup, scénaristiques. C'est-à-dire qu'il y a des tropes narratifs et des trucs qui font que, je suis en mode, là, c'est quand même très voyant, quoi. C'est-à-dire que le nombre de kidnappings, là, je me plaignais dans le 2. Mais là, dans le 3, c'est le nombre de prises d'otages, de situations comme ça. Enfin, c'est fou. Enfin, dans le film, il y en a, mais je peux même pas les compter tellement il y en a de moments où un personnage se retrouve dans le camp de l'ennemi en mode, avec des guns ou en joue, quoi. Tu vois, c'est un truc de fou. Et le nombre de personnages qui, après, arrivent à s'échapper d'une manière ou l'autre. Enfin, c'est quand même assez grossier, quoi, à certains moments. C'est vrai que ça fait beaucoup. J'étais en train de réfléchir à penser à qui c'est qui se fait kidnapper, mais ouais. Tout le monde se fait kidnapper dans le film. Tout le monde se fait kidnapper ou se finit enfermé ou quoi, tu vois. Attends, oui, parce que Jake Sully. Mais tous. Les enfants, Neytiri, je crois pas, mais tout le monde. Il y a moins de cette situation-là. Mais déjà dans le 2, il y avait ça un peu. Mais là, surtout que c'est encore pire, quoi. Et, par exemple, symptomatique des facilités scénaristiques, etc. Il y a un gars qui est parmi les humains et je vois le côté nuancé qu'il veut à ce personnage, c'est-à-dire que les humains ils sont pas entièrement mauvais et il y a ce personnage qui est fasciné par la flore et les baleines de Pandora, c'est-à-dire que et qui était déjà dans le 2 et qui a des remords en fait sur le fait en fait d'aider les humains à tuer tout simplement des baleines pour leurs ressources, etc. Oui. Et ce gars va finir par aider Jake Sully à s'échapper, tu vois, par exemple à la fin. Mais en fait, ce personnage n'est pas du tout incarné et vraiment utilisé. Enfin, il apparaît, il disparaît. Mais moi, je t'ai dit, j'ai pas revu le 2. Je me souvenais plus de qui c'était. J'étais en mode, mais c'est qui lui? Pourquoi il les aide et tout? Mais voilà. Je dis, ils introduisent un random là dans le film au bout de 2 heures. Mais c'est là par contre que je dis, oui. Est-ce qu'il se tient tout seul un peu difficilement? Parce que là, je pense que si t'as pas le 2 en tête, c'est vrai qu'il y a des trucs. Je pense que tu peux passer clairement à côté, quoi. Pour le coup. Ouais, bah oui. Même moi, tu vois, le fait qu'ils chassent la banane pour une certaine substance qui permet de pas vieillir, tout ça, c'est expliqué dans le 2, mais c'est pas expliqué dans le 3. Et pourtant, on les voit chasser la banane, prendre la substance. Mais t'as oublié ça, je pense que t'es.
Je pense que tu sais même plus, tu vois. Quoi. Enfin, Ouais. moi, je trouve que c'est laborieux à plein de moments, tu vois. Vraiment. Mais je vais te dire, et là, je vais te surprendre. Mais en fait, je trouve que son sens de la narration fait que c'est toujours agréable à suivre, en fait. C'est-à-dire que, moi, vraiment, hein, le film dure 3h15, je ne m'ennuie pas une seule seconde dans le film, quoi. Mais vraiment, quoi. Ça passe Ah, mais ça, tellement je suis bien. d'accord. Moi, je trouve aussi que c'est un film de 3h30 qui. T'as l'impression qu'il a duré 2h15. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Mais c'est. Ouais, c'est un des points forts de Cameron. Et ça, sur le coup, il a Alors que, franchement, je pense que c'est le film où c'est le moins simple de faire ça parce que il y a énormément de personnages dans le film, quoi. C'est-à-dire que, mais pour le coup, je suis pas perdu une seule seconde, tu vois. J'arrive à recoller tout très vite les morceaux et même les tropes scénaristiques, là, je te le dis en y repensant. Mais en vrai, quand je regarde le film, Oui. il arrive à me les rendre pas aussi désagréables que ça, tu vois. C'est-à-dire que, vraiment, quand je regarde le film, ça me titille, mais je suis pas en mode, alors que je pense que dans plein de films qu'on pas, Oui, t'es pas en train de souffler devant le film ou quoi. alors que mais- dans plein de films, je pense qu'on pas son talent de narration, de mise en scène, etc. Je suis en mode, oh là là, vas-y, c'est grossi, enfin, j'y crois pas et tout. Alors que là, il arrive toujours à me capter et tout dans son univers et c'est un peu pour ça que j'aime bien le film, tu vois. C'est-à-dire que là, je suis déçu vis-à-vis du 2, etc. Mais je trouve quand même que le film est bon et franchement, allez voir le film. Enfin, je veux dire, c'est quand même un truc que vous allez pas voir tous les jours, tu vois, au cinéma, etc. Voilà, je trouve pour le coup. Mais après, si vous aimez pas Avatar, vous allez pas aimer le film. Hein. Ça, c'est sûr et certain, voilà, pour le coup. Mais je me suis quand même posé la question, pourquoi j'ai quand même aimé le film, pourquoi j'aime les films Avatar, quoi. Il y a des problèmes évidents de scénario, de tropes et même de recyclage, et on y reviendra après avec les personnages. Mais est-ce que le scénario, c'est vraiment ce qui est déterminant pour moi pour dire que le film est bon ou pas, tu vois? Vraiment, dans des films Avatar, vraiment. Surtout pour Avatar, hein, je Bah, parle. sur le coup, non. Eh, Sur le coup, déjà, non. dans la plupart des films, je vais te dire non, mais en vrai, dans Avatar, mais encore moins, quoi. C'est-à-dire que, pour le coup, la promesse du film, la promesse de spectacle, d'épique et tout, mais elle est entièrement remplie par le film. Vraiment, hein. Mais J'ai des ah putain, griefs. bon, bah, on va y revenir juste après, tu vois. Mais c'est-à-dire que vous ne verrez pas de scènes d'action, de trucs comme ça, en fait, au cinéma cette année et même depuis 3 ans, en fait. C'est le seul à faire ce genre de film-là. Enfin, vraiment. Et moi, c'est pas pour le scénario que j'aime les films Avatar, quoi. Et d'ailleurs, tous les films de Cameron, c'est pas pour l'histoire qui a raconté que j'en ai quelque chose à faire, d'ailleurs. Je le dis clairement. Et il raconte toujours de manière unique, immersive. Mais moi, je trouve que dans ce film, il y a une puissance dans les images qui est folle. C'est-à-dire que le film est d'une beauté, mais franchement, je sais même pas comment la décrire. Après, je l'ai vu en Dolby Cinéma, etc. C'était fou. Mais la beauté de la nature, la nuit, enfin les nuits avec les planètes, enfin c'est un truc de fou, quoi. Et un truc qui m'a encore plus choqué que dans celui d'avant, c'est les gros plans sur les visages. Il y a un nombre de plans sur les gros plans sur les visages où on voit tous les détails, où là, pour moi, c'est pas possible de dire que mais il n'y a pas un travail d'acteur. Tu sais, c'était un truc qui était reproché à l'époque d'Avatar, de dire la performance qu'acteur, est-ce que c'est vraiment de l'acting, etc. Mais là, le jeu des comédiens, on viendra sur Zoé Saldana, hein, mais qui est incroyable, en fait, dans le film. La lumière sur les corps, sur l'eau, etc. Moi, c'est tellement bien fait que j'oublie que c'est pas des vrais acteurs. Tu sais, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment allés sur Pandora et demander à des acteurs de jouer le truc, quoi. Non, mais sur ça, je suis d'accord. Oui, j'ai notamment. Je sais qu'à un moment, j'étais impressionné par. Il y a de la pluie. Et je me dis, ah oui, tu vois vraiment la pluie tomber sur la peau, comme si c'était des vrais humains. Mais surtout que ça t'as pas l'impression que tout ça entrave l'acting de l'acteur. En fait, t'as l'impression que c'est pas comme si. C'est comme s'il y avait pas de couche de trucs sur leur visage. C'était vraiment eux, leur visage, quoi. Et moi, là, je trouve que c'est encore plus fou que dans celui d'avant. Et parce que je pense qu'il a un peu perfectionné le truc. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans sa mise en scène à James Cameron, c'est que parfois, il a un côté un peu réaliste documentaire, en fait, au film. C'est-à-dire que il y a une caméra assez réaliste, en fait, comme dans les précédents, où on va voir des légers zooms, ou un côté brut, en fait, à l'action, comme si on filmait un film qui était sans effets spéciaux. C'est comme si on était dans un vrai film. Il aime bien les documentaires. Oui. Ah oui, mais son style un peu documentaire, pour moi, ça rajoute une immersion et un réalisme, en fait, de l'univers. C'est-à-dire que quand il fait des zooms où t'as l'impression que la caméra, elle est vraiment là, en fait, elle est vraiment dehors sur Pandora en train de filmer des trucs, bah moi, ça me plonge encore plus dedans, quoi. Mais, par contre, là où c'est horrible de dire ça parce que je trouve que c'est le bas blesse, mais c'est-à-dire que c'est la première fois que il y a pas un gap technologique dans un film de James Cameron. Et je m'explique. C'est-à-dire que la technologie du 2, elle a été encore plus affinée, etc. Et c'est encore plus fou techniquement. Mais il n'y a pas le gap technologique de il y a une nouvelle technologie qui a été créée pour le film, etc. Là où Avatar 1, évidemment, c'était la révolution de la performance capture. Le 2, où là, il poussait le truc encore plus loin, les potards avec l'eau. Ici, je trouve...
qu'il a pas, ce qu'il a développé dans Avatar 1 et ce qu'il y a dans Avatar 2, ce qui a pris 13 ans pour Avatar 2, où il dépasse vraiment les limites. Et c'est un peu injuste, hein, ce que je dis, parce que, tu sais, je suis en mode, putain, la James Cameron, tu fais chier de pas avoir révolutionné les technologies et tout, tu vois. C'est un peu un truc. Bah après, faut rappeler que le 2 et 3, ils ont été tournés en même temps. Mais c'est ça le truc. Mais c'est pour moi, tous les problèmes du truc sont là, c'est qu'il les a fait en même temps. Enfin, je sens le truc. Et donc, en fait, effectivement, il y a moins cet effet waouh. Voilà, pour le coup, il y a moins cet effet waouh que tu pouvais avoir dans le 2. Surtout que le 2, ça faisait 13 ans que t'avais pas eu d'Avatar et que tu revenais avec quelque chose de frais. Là, en plus, effectivement, il y a pas, c'est pas aussi fou, en fait, que dans le 2, quoi, ou même dans le premier, quoi. Ouais, bah oui, moi j'ai pas été impressionné du tout par le film, alors que oui, il est impressionnant. Non, mais c'est ça que je te dis que c'est injuste, parce on n'est pas du tout impressionné, parce que franchement, ce qu'il a fait là, c'est par rapport aux deux, c'est la même chose, alors que tu fais, mais c'est le seul à faire un truc comme ça quand même. Oui, c'est la même chose que le deux. C'est vrai, mais comme j'ai déjà vu ça, je suis pas impressionné. En fait, mais je suis impressionné au moment où il va chez la tribu du feu, parce que il me montre autre chose. En fait, je suis d'accord. Et s'il m'aurait fait tout un film sur qui se passait sur la terre de la tribu du feu avec des volcans et tout, tu vois. Je pense que là j'aurais plus pris une grosse claque, tu vois. Là, moi, j'ai pas pris tellement une claque. C'est ça, parce qu'on se retrape des scènes dans l'eau, etc., qui sont très belles et très bien faites, mais c'est ça. Mais je trouve que il perd on va dire que la différence, elle se joue sur plusieurs tableaux, parce que par rapport aux deux, c'est-à-dire qu'on a perdu le sens de la découverte qu'on avait dans le 2, et il a pas ce côté contemplatif qui fait que je vais vraiment suivre pendant je sais pas combien de temps des personnages qui juste vont s'immerger dans l'eau, parce que le film a un rythme quand même très 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 fordien, je sais pas comment dire, mais très soutenu quoi. Donc je trouve que par rapport aux deux, tout ce truc là, ça, oui, effectivement, ça, le comparatif fait un peu mal, quoi. Ouais, c'est clairement ça. Et moi, si je peux parler d'une chose, parce que tant qu'on parle de technique, j'ai vu le film en HFR et j'ai trouvé ça dégueulasse. Voilà, je vais le dire. Je sais qu'il y a des gens qui adorent la technique qui vont me dire oui, mais voilà, à l'époque, ils étaient limités, ils ont fait ça parce que c'était la solution la moins chère, donc ils faisaient du 24 FPS. C'est pas logique, maintenant il faudrait faire du 60, etc. Moi, vraiment, ça m'a énormément gêné. Parce qu'en plus, ça commence dès le premier plan du film. Voilà, donc quand Loak est avec son frère, là, et ouais, moi, ça m'a... Dès que ça a commencé, je me suis dit, waouh, c'est quoi ça? Et ouais, moi, ça m'a beaucoup gêné. En plus, comme c'est pas... Parce que je me dis, peut-être si c'était du 48 FPS constant tout le long du film, peut-être que mon œil s'y habituerait, mais je trouve que tu sens quand ça repasse au 24, en fait, et que ça repasse au 48, et que ça repasse au 24, et tu le sens de fou. Et moi, ça m'a vraiment dérangé. Et je te jure qu'il y a des moments, tu vas pas aimer ce que je vais dire, mais je te jure qu'il y a des moments où j'ai eu l'impression, par exemple, il y a un moment sur le bateau, là, j'ai eu l'impression que je pouvais prendre la manette. mais tu rigoles, mais c'est un rapport hyper jeu vidéo ludique, hein, aussi, hein, ce côté HFR, parce que déjà les jeux vidéo effectivement tournent pas en 24 FPS. Déjà, c'est ça. Déjà il y a ce côté-là, mais en fait, déjà on dit le HFR, le high frame rate, c'est du VFR, je pense, du variation frame rate. Enfin bref, je sais pas, voilà. Mais en gros, il y a une partie du film qui est en 48. Peut-être même en 60 à certains, et une autre partie qui est en 24. Il avait déjà fait ça dans le 2, sauf que dans le 2, il y avait beaucoup moins de séquences en 48 FPS. Là, je pense qu'il y a quand même les 2 tiers du film qui le sont, quand même. Oui. Et le 2, ça m'avait un peu dérangé dans le sens où, déjà, c'était la première fois que je voyais ça, et c'est effectivement mon œil était pas du tout habitué, et il y a ce côté, quand tu repasses effectivement en 24 FPS, où t'as l'impression que ça lag. Parce que, du coup, ton œil s'est habitué aux 48 FPS, et du coup, quand tu descends, t'as l'impression que t'as perdu des FPS, et il y a un peu ce côté-là. Même si là, je trouve qu'il a été assez stratégique quand même dans les moments où ça passe en 48 et en 24, parce que, on voit que dans les scènes d'action, par exemple, on est clairement en 48, et là, pour une espèce de fluidité, et je trouve que ça fonctionne. J'avoue que dans le 2, ça m'a un peu posé problème. Là, je te avoue, dans le 3, là, ça passait clean. Enfin, comme si c'était normal, quoi. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment, adhéré totalement au VFR, quoi, HFR. Et c'est vrai que il y a un peu cet argument en fait, le cinéma est en 24 images par seconde, parce que effectivement, ça coûtait moins cher avant, il y avait la pellicule, etc. Et c'était le meilleur rapport pour que l'être humain ne voit pas la différence, en fait, de lisibilité, en fait, des images dans le film. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des technologies avancées, etc. On n'a plus de raison de rester en 24 fps, mais en même temps, est-ce qu'on a des raisons de changer? Moi, je suis pas forcément, en fait, je trouve, forcément. Mais effectivement, le fait que ce soit variable, pour le coup, je trouve que oui, c'est peut-être un peu, voilà, ça peut bloquer des gens. Moi, j'ai adhéré
cette fois-ci Avatar 3. Je sais pas, peut-être comme j'avais vu le 2 et je l'ai vu plusieurs fois et je sais pas. Bah ça, moi le 2, je l'ai pas vu en HFR, je l'ai vu qu'en normal. Et là, je l'ai vu dans une salle quand même. Enfin, là, j'ai vu en Dolby 3D. Enfin, une salle qui était parfaite, pâtée et tout. Enfin, j'ai vraiment, voilà, j'en ai pris plein la gueule. Et on en reparlera de la 3D après. Mais je sais qu'il y a des gens qui n'adhèrent absolument pas du tout au HFR. Et en plus, ils veulent le foutre partout. Donc, tu peux même pas vraiment y échapper au HFR forcément, quoi, dans pas mal de salles en France. Moi, il y avait aucune séance en 2D, enfin en HD normal, quoi. C'est parce que aussi on on part dans des multiplex, toi et moi. C'est ça donc aussi ils ont des technologies qui permettent ça, quoi. Mais pour le coup, moi, je trouve que c'est payant parce que dans les scènes d'action, et c'est un peu le problème, c'est qu'effectivement les scènes d'action sont pas nouvelles, alors que dans le 2, je trouve qu'il y avait des nouveautés avec l'eau et tout, c'est-à-dire qu'il utilise, c'est un genre de best-of du 2 et du 1, en fait. C'est-à-dire qu'il utilise tout le terrain de jeu qu'il a créé dans les 2 précédents, quoi. La mer, le sol, l'air, enfin voilà, c'est vraiment il exploite tout ça comme jamais, quoi. Et pour moi, c'est vraiment le seul à faire un spectacle comme ça, et je le redis, mais pour moi, il met à l'amende ces genres de films de SF avec des fonds verts et d'action, etc. Ça ne sera jamais, je ne sais pas, je vois pas dans le futur, mais en tout cas, ça n'a pas été égalé, quoi. C'est-à-dire que moi, la dernière fois que j'ai vu un spectacle comme ça, bah c'était il y a 3 ans avec Avatar 2, et je le dis, c'est tellement épique, c'est tellement généreux, c'est tellement bien monté, parce qu'il y a vraiment une science du montage. Moi c'est affolant, quoi. On n'est jamais perdu, c'est énergique, il y a des éléments qui se répondent constamment et tout, c'est entraînant. Par exemple, moi, la première séquence avec le peuple de l'air, avec leur espèce de bateau volant, mais où t'as des nouveaux navis qui arrivent. Là, c'est la première fois, par contre, qu'on a des navis contre navis, etc. Avec le feu qui va détruire tout leur. Ah oui, c'est vrai. Je sais même pas comment on appelle ça, leur truc qui leur permet de voler, quoi. La séquence d'infiltration de Neytiri, mais même la dernière séquence de 40 minutes mais en termes de spectaculaire, c'est un truc de fou. Et je parle même pas forcément en termes de spectaculaire, mais juste d'action, parce que c'est-à-dire qu'à la fin, t'as quand même Jake Sully et Quaritch qui se foutent sur la gueule à main nue, hein. C'est-à-dire que c'est des mecs qui se foutent des patates, mais c'est hyper plaisant à suivre, quoi. Alors que c'est même pas des vrais humains qui se tabassent, hein. C'est même pas des vrais humains, tu vois, c'est des corps CGI, quoi. Et les 40 dernières minutes, c'est fou, quoi. Non, parce que moi, en fait, toutes les scènes que tu dis, moi, à part peut-être Neytiri, ouais. Moi, je suis complètement passé à côté. Déjà, la première, là, celle que tu dis des bateaux, j'étais tellement dérangé par le HFR que, en fait, je regardais que ça et j'arrivais pas à rentrer dans la scène, quoi. Et ça a été complètement compliqué. Et ouais, à la fin, moi, je sais pas, j'ai trouvé que c'était beaucoup une réduction du climax du 2, donc j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Bah, c'est ce que j'allais dire. Le problème des 40 minutes, parce que en fait, techniquement et en termes de mise en scène, ils sont impeccables. Mais effectivement, ça recycle énormément des deux premiers, en fait. C'est pas que le 2, mais aussi le premier. C'est-à-dire qu'on retrouve avec Kiri qui demande de l'aide à Eywa, et après, t'as le fameux Deus Ex Machina du premier Avatar où Eywa se rebelle avec tous les animaux de la forêt contre les humains. Et là, c'est à peu près la même chose qui se passe. Donc, ça recycle énormément. Enfin, là, on est vraiment dans la répétition. Et je sais que Cameron, c'est un cinéaste du miroir, etc. Mais moi, j'ai pas l'impression que tout c'est parallèle. Il y a des parallèles qui fonctionnent encore une fois dans le film, mais entre des personnages, entre eux, etc. Mais là, par exemple, le fait de recycler le climax final, après il ajoute certains trucs et tout, il y a une espèce de tornade, je sais pas ce que c'est, mais une espèce de truc qui est quand même assez fou visuellement là qui se passe, mais globalement oui, c'est au même endroit, avec les mêmes personnages, avec le même Deus Ex Machina que le 1, et je trouve par contre que le climax pâtit du 2, parce que le 2, moi, émotionnellement, il m'a pris, c'est que là il est pas aussi puissant émotionnellement que le 2, je trouve. Bah c'est ça, moi je trouve oui, je suis d'accord, je trouve que le climax du 2 est beaucoup plus fort. Mais moi j'ai un autre problème aussi, je trouve que dans le 2, il y a beaucoup plus de plans marquants, je veux dire, dans le sens tu sais, en fait moi il y a des plans qui me restent plus en tête, tu vois, genre quand Quaritch il détruit sa crâne, tête de squelette, ou le crâne, ou même la fin quand toute la famille se met ensemble et dit les Sully, c'est comment les Sully n'abandonnent jamais, je crois, ou je sais oui, Sully stick together, Sully n'abandonne jamais. Voilà. Et moi ça, je trouve dans le 2-3 j'ai pas ça, quoi. Ça me manque un peu, ce genre de truc, tu vois. Ah, je sais pas si je suis sûr, parce que moi il y a quand même franchement il y a des plans que je trouve assez fous en fait dans le film. Après je sais pas, parce que le 2, je te dis, je l'ai vu 4 fois, hein, donc je sais pas combien de plans dans la tête, tu vois. Tu vois, c'est pas des plans fous, en vrai, le truc, il détruit le crâne et tout, mais c'est des trucs qui marquent, je trouve. Oui. Et je trouve, je sais pas, j'ai du mal à trouver ça dans le 3. Après, j'ai une question, Ista. Mais après, je pense que t'es peut-être pas prêt. Mais est-ce que tu penses pas revoir le film sans le VFR, peut-être, pour peut-être apprécier beaucoup plus les scènes d'action et tout? Tu penses que c'est surtout ça qu'a joué plutôt qu'autre chose, quand même?
Non, je pense pas que je changerais d'avis. Je pense pas que Non, je ne pense pas que tu changeras radicalement d'avis, mais par exemple sur les scènes d'action, genre par exemple sur la première scène d'action, etc., tu penses pas que tu pourrais plus l'apprécier quand même s'il n'y avait pas eu Si, le oui, BFR, quoi. je pense, oui. Oui, si, ça, oui, clairement, parce que moi, j'étais en train de plus en penser au HFR, je me dis, mais attends, là, ça va vite, alors mais c'est bizarre. Mais Oui, c'est vrai que sur cette technologie a fini peut-être par se retourner parfois, parce que dans le sens où, bah, si t'adhères pas, bah, en fait, la personne va être hors du film, quoi. C'est en mode, tu peux Ah pas, bah, complètement. c'est dur, quoi. Mais pour moi, c'est le problème, c'est que ces trucs-là, la 3D, le HFR, pour moi, c'est du gadget, en fait, et je m'en fous, en fait. Pas d'accord. Là, pour le coup, je suis pas d'accord. Là, pour le coup, moi, le VFR sur les scènes d'action, ça rend d'une fluidité. Et la 3D, je suis désolé, mais moi, je trouve pas. les films Avatar, la 3D pour le relief dans le film, je te jure, tous les plans, ils sont pensés pour la 3D. Mais je m'en fous. Non, mais bah, tu t'en fous mais je m'en peut-être. fous. Mais ce que je veux dire, c'est pas juste un truc technologique pour le coup. Ce que je veux dire, c'est qu'il intègre quand même ça à sa mise en scène dans le sens où pour s'immerger entièrement. Et moi, je trouve que c'est fou le travail sur la 3D parce que j'en ai vu des films en 3D. Hein. Je peux te le dire, j'en ai vu des films de merde en 3D où c'était de la 3D post-convertie où voilà, t'as 2-3 effets de 3D. Là, je n'ai jamais vu un film qui utilisait autant la 3D. Enfin, c'est-à-dire que dans sa mise en scène ou quoi. Non, mais je n'aime pas la 3D. Je m'en fous. Je m'en fous de la 3D. Que tu n'aimes pas On ou me casse les couilles. Arrêtez avec la 3D. Moi, je suis d'accord que mettre un film en 3D qui mérite pas la 3D, je suis d'accord. Mais là, pour le coup, s'il y a bien une saga où je ne me dérange absolument pas d'avoir la 3D parce que c'est dans la mise en scène, avec Zemeckis aussi. Zemeckis, il avait fait The Walk, là, qui était super en 3D. Bref, je suis en train de partir. Mais si tu l'intègres à ta mise en scène et tout, moi, ça me dérange absolument pas. Mais je suis très conscient que mettre des lunettes 3D, ça casse les couilles. Je sais, pendant 3 heures, que c'est chiant. Surtout que moi, j'ai des lunettes, hein, donc mettre des lunettes sur des lunettes, vas-y. Hein, bah, ça, je comprends énormément. Et après, c'est là aussi, c'est que tout le monde n'est pas égaux face à ça, quoi. C'est-à-dire que, bon, bah, il y a des gens, avec leurs yeux, ça passe pas du tout, c'est chiant. Et puis, de toute façon, moi, je vais pas mentir, dès que tu mets les lunettes 3D. Oui, il y a des gens qui font même pas la 3D. Oui. Non, mais je me rappelle qu'il y avait une histoire quand il y avait la 3DS qui était sortie, qu'il y avait des gens qui disaient ils ne perçoivent pas la 3D du tout. En fait, ça leur fait rien. Enfin, ils la voient même pas. Bah, il y avait un délire comme moi, j'ai ça. fait la 3DS et le problème, c'est que ça servait à rien, en fait, sur la 3DS. Oui. En fait, c'est que ça servait absolument à rien sur quasiment les 90% des jeux auxquels j'ai joué. Donc, en fait, oui. Et effectivement, ça esquinte bien les yeux, quoi, parce que c'est de la 3D, mais c'était de la 3D début de la 3D, hein. C'était pas, c'était un peu. C'était la 3D sans lunettes, en plus. Ça, oui, c'est pas ça, par contre, c'était assez impressionnant, mais je veux dire, là, pour le coup, la plupart des jeux, c'était pas au service des jeux d'avoir la 3D, tu vois, pour le coup, quoi. Ah non, clairement pas. Par contre, un truc qui m'a marqué dans le film, j'avais oublié que les blockbusters pouvaient être aussi violents, parce que quand même, non mais vraiment, hein. C'est-à-dire que c'est un film PG, etc., quoi. Mais les flèches dans le cœur et les gens, enfin les humains et les navis qui se prennent des flèches et qui meurent dans l'écran, mais j'avais rarement vu autant de morts et autant de gens qui se faisaient transpercer comme ça. Je me dis mais ce que j'oublie, mais parce que des fois peut-être que le cinéma américain était très lissé quand même pendant plus de 15-10 ans, surtout avec l'arrivée du numérique qui a quand même pas mal lissé beaucoup de choses. Oui, voilà. Bah, ça fait longtemps que j'avais pas vu un spectacle aussi violent en fait dans un film, quoi. Parce que j'allais dire en fait. Non, mais parce que j'allais dire oui, mais en fait, parce qu'en fait dans les années 90, c'était assez violent. Enfin, je sais qu'une fois j'ai regardé Volte-Face. Ah, Volte-Face, ouais. Volte-Face, il me semble que c'est un film PG-13. Je sais pas. Ouais, Volte-Face. Je sais pas. Parce que je me souviens qu'il y a des civils qui meurent, mais genre, on s'en fout, il y a plein de gens qui meurent. Et ça quand je l'avais vu, je me disais, ouais, quand même, ça va franco, quoi. Sur le coup, mais c'est vrai que dans les 10 dernières années, 10-15 dernières années, ouais, t'as peut-être raison. Tu sais, tu sens pas les mecs mourir, les corps, les mecs se prendre des flèches ou des trucs comme ça, où tu sais, ils ont très peu de morts et tout. Alors que là, le film, je regrette un truc, là, je vais venir tout de suite dans le final, c'est que peut-être un des gros personnages est pas mort. Là, pour le coup. Je trouve que là, il y a des personnages. Ouais, je me dis, putain, il allait ramener pour le 4 et 5. Il y a quand même beaucoup de personnages et tu pourrais mourir. Et je trouve qu'il avait fait tuer Netayam, parce que c'était pas le perso le plus important du 2. Mais je trouve que c'était une mort marquante pour la famille, en fait. Sully, tu vois, t'es en mode, là, ça va les impacter. Et ici, je me dis à la fin, un petit Jack qui meurt, non, j'en sais rien, mais tu vois, un petit personnage qui meurt, ça aurait été. Ah, bah, moi, c'est ce que je théorisais ouais, c'est ce que je théorisais. Je me disais, ça va être la fin de la trilogie, des 3, et on va passer aux enfants pour les prochains films, et Jack Sully va mourir. Parce qu'il y a des persos secondaires qui meurent, et oui, il y a une certaine gravité, tu sais, dans les combats oui, les persos peuvent mourir à certains moments, etc. Il y a une scène avec Kate Winslet qui est enceinte et qui se bat là en mode badass et tout, qui meurt et qui est vraiment prenante, moi je trouve, dans le film, parce qu'il y a quand même un sentiment d'urgence et tout qui marque quand même. Mais c'est vrai que j'aurais aimé quand même. Ça m'a rien fait. J'aurais aimé un peu plus de morts, quoi. Après, non, mais c'est pour ça que je dis que
c'est un perso secondaire, quoi. C'est pas le perso où je suis en mode je vais pleurer pour le perso, quoi. Tu vois, je suis pas en mode, je suis pas à ce niveau-là, quoi, pour le coup. Mais je trouve qu'il y a des moments assez intenses et un peu dark, en fait, qu'on voit pas souvent dans ce genre de blockbuster. Et là, on va parler d'une scène, mais quand même, là, le moment du sacrifice de Spider, mais moi, je trouvais ça hyper dark, quand même, à ce moment-là, quoi. Ah, bah, c'est très, oui. Bah, là, sur le coup, ça m'a pris. Tu vois, alors que j'étais dans le film, il me passait un peu devant moi. Voilà, on se regardait, il me regardait, je le regardais, il me regardait. Et on n'est pas les plus gros fans de Spider. Mais non, on n'est pas les plus gros fans. Mais moi, je trouve que tout ce qui tourne autour de Spider, c'est peut-être le plus intéressant du film. Ouais, on va dire que c'est lui qui concentre beaucoup d'enjeux du film, quoi. Ouais, il y a ça aussi. Et ouais, moi je trouve que ce moment-là, putain, mais j'ai dit, mais parce que j'y ai cru en fait à ce qui, j'ai dit, mais ils vont vraiment faire ça. Et parce que ça va loin, tu sais, ça avance, et puis ça s'arrête pas. Je dis, mais attends, ils vont vraiment y aller. Bon, au final, non. mais quand même, ça m'a foutu un peu une tension, quoi. Mais surtout que ça arrive à un moment où, je sais pas, les persos, ils viennent un peu de se retrouver avec Neytiri, et là, ils se posent, et là, d'un coup, Jake, il dit, mais un truc, mais franchement, dans un blockbuster au grand public et tout, ouais, on va le faire, on va tuer les gosses, et tout, tu fais, wow, ok, tu dis, ok, et la scène est dure, et puis il dit, viens, mon garçon, et tout. Là, j'ai commencé à être angoissé, je me dis, mais, et la scène, il l'a fait bien durer, là, pour le coup, là, on dit qu'il fait pas durer, mais là, oui, là, il l'a fait bien durer, tu sens, quand il sort le couteau et tout, tu te dis, non, mais il va le faire et tout, et là, j'avoue que j'ai été pris, quoi. J'ai été vraiment pris sur le truc, quoi, de me dire qu'il va buter le gamin, quoi. Il va buter le gamin. Et c'est pas souvent qu'on voit ça dans ce genre de blockbuster. Après, Spider, voilà. Attardons-nous sur les personnages, Spider. Alors, il est encore plus présent que dans le film d'avant. Pour le coup, voilà, Spider, le rasta blanc, on me dit pour le coup. Et je trouve ça toujours ouf. L'incrustation de Spider dans n'importe quel environnement, je trouve que c'est encore plus dingue. Le mec, c'est le seul humain dans un champ numérique, dans plein de situations. C'est encore plus fou que dans le 2. Mais j'accroche pas, je crois, à l'acteur, en fait. En fait, je crois que l'acteur, il y a un truc que je sais pas. Je n'accroche pas parce que c'est un genre d'enfant sauvage et en fait, j'ai pas de problème avec son design parce que son design est cohérent. Tu vois, les tatouages qu'il se fait, les dreads, évidemment, parce que c'est un Na'vi, en fait. Voilà, il est élevé par les Na'vi, donc c'est normal qu'il les copie, tu vois. Mais je sais pas, avec l'acteur, je sais pas s'il est trop lisse ou quoi, mais il y a un truc qui fait que j'adhère pas du tout, j'adhère pas vraiment au personnage, quoi. Ouais, moi, c'est un peu le problème que j'ai avec lui aussi, c'est, ouais. Mais par contre, je trouve que quand il est avec Quaritch, il se passe un truc. Ah oui. Mais ça, encore une fois, c'est bien préparé dans le 2, et là, je trouve que ça marche aussi, quoi. Mais parce que c'est un des cœurs du film, en fait, Spider, là, vraiment, quoi. Il y a un vrai dilemme. Et là, pour le coup, il est pas dans le recyclage ou quoi, là. C'est vraiment, là, il étend ce qu'il faisait dans le premier film. Et il y a même des vraies choses qui se développent avec lui, hein. C'est-à-dire que, le fait qu'il peut respirer sur Pandora, il a une nouvelle, il peut se connecter à Pandora et ouais, etc. Enfin, là, il y a un vrai dilemme qui se tourne autour de lui. Et c'est un peu lui qui est entre les deux mondes, quoi. Qui est une sorte de, ouais, alors qu'Avatar, on disait souvent qu'il y a juste deux mondes, et là je trouve qu'il y a un truc un peu nuancé avec ce personnage-là qui est un peu au centre de tout. Et moi je trouve effectivement que sa relation avec Quaritch, en fait, c'est plus sa relation avec Quaritch que lui techniquement, mais oui, je pense que le côté un peu plus doux de Quaritch qu'on voit, etc. Ouais, effectivement, je trouve que ça marche vraiment bien, quoi. En fait, quand ils sont tous les deux, il y a un truc émotionnel qui se passe et qui me prend pas mal, quoi. Bah oui, c'est ça, mais c'est vrai que quand lui il est tout seul et tout, moi je trouve un peu le personnage un peu insupportable. Il est là, bro, insupportable. Ouais. Moi j'y vais en VF, mais il dit des phrases genre c'est une dinguerie. ouais, il dit des trucs comme ça, il a dans les dialogues, tu fais voilà, Cameron, arrête-toi, quoi. Arrête-toi. Ouais, c'est pas le perso le plus, ouais, je sais pas. C'est vrai que je pense que c'est peut-être l'acteur, hein, t'as peut-être raison, qui manque de charisme, quoi. Ouais, il y a peut-être un truc comme ça, ouais. Jack Sully continue d'être pas le meilleur des pères pour le coup. Et après, par contre, je trouve que c'est intéressant qu'il soit vraiment pas, enfin, il assume vraiment de pas faire un perso empathique du tout, quoi, comme personnage. C'est-à-dire que il fait des erreurs. Là, il dit au début, je suis un marine, moi je vais les flèches avec des bombes. Mais là, il dit quelque chose, il explicite quelque chose que j'avais vu dans le premier, mais il dit, j'ai fait une connerie en fait. Il dit, j'ai fait une connerie. À cause de moi, j'ai voulu fuir, j'ai pas fait ce qu'il fallait, quoi, en fait, pour ma famille, etc. Et il fait des erreurs tout le temps. Et c'est quand même dur. C'est vrai d'avoir un personnage qui est un des personnages principaux, qui fait des erreurs un peu tout le temps et tout. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas vraiment ce personnage de Jack Sully aussi pour ça, quoi. Ouais, mais c'est vrai que ce qui est intéressant sur le coup, c'est que, ouais, en gros, Cameron dit, la violence, tu réponds par la violence. Il dit pas faites la paix. Sur le coup, il dit non, on vient vous coloniser, mais toi tu restes. En fait, là, je le trouve nuancé parce que dans le 2, j'aurais dit ça, c'est-à-dire que tu peux pas rester passif éternellement jusqu'à le temps de te faire exterminer, effectivement, ça pour le coup. Mais là, je trouve qu'il y a un côté un peu, je sais pas comment dire, mais
un peu dark et un peu où tu sens que Jake il est obligé de reprendre les armes, mais tu le sens que ça le fait chier. Enfin, ça le fait mal. Tu sens, tu sais, le moment où il va voir Toruk Makto, qui va remonter sa monture du 1, elle est pas aussi flamboyante cette scène qu'elle était dans le premier. Tu sens que c'est un effort nécessaire, mais que la violence parce que il y a tout un dans le film d'avant, il disait qu'on pouvait pas rester passif éternellement, tu sais, comme le peuple de l'eau qui est en mode on se fait tuer, restons pacifiques, etc. Mais en même temps, le 3 dit quand même que la vengeance engendre toujours la violence. Enfin, il y a un cercle vicieux, et on va en reparler juste après avec Neytiri, de la haine la vengeance qui se transforme en haine, etc. Et un cycle que tu peux pas vraiment briser, quoi. Et je trouve que ça fait sens avec le titre Feu et Cendre. Je pense que ça parle beaucoup de ça à ce niveau-là. Mais par exemple, Neytiri, dans le film, je la trouve, là, pour le coup, tu disais que tu la voyais pas trop dans le 2, là, je trouve qu'on la voit pas mal dans le 3, quoi. Ah bah oui. Elle a un plus gros rôle et tout, mais ouais, tu disais sur le coup que la vengeance, ça amène à la haine. Et j'ai envie de dire, est-ce que ça emmène pas au racisme? Parce qu'à ce moment, elle dit quand même, je les déteste avec ses petits mains roses et tout. Oui. Tu vois, il y a un mais il y a toujours du sous-texte sur le racisme. Déjà, dans le 2, la famille de Sully subit du racisme parce que, je le rappelle, mais ils sont des avatars, ils sont pas entièrement, et on les reconnaît au fait que eux, ils ont 5 doigts comme des humains, et c'est le seul truc où tu peux reconnaître un avatar d'un non-avatar, c'est qu'ils ont 5 doigts, alors que les avatars en ont 4. Et donc là, ils voient, et là, tout d'un coup, ils subissent un petit peu du racisme, tu sais, un peu du bullying, là, dans le 2, etc. Et là, dans le 3, Neytiri, qui a toutes les raisons d'être vénère, je pense, sur les humains, évidemment. Mais effectivement, quand elle voit Spider, quand elle dit, tu sens qu'elle bouillonne de haine, elle a envie de tous les tuer, quoi. Elle a envie de les dilapider. Et après, là, pour le coup, Jake Sully, il a raison, tu peux pas vivre dans la haine constante, en fait, de l'autre, etc. Et là, je trouve que Zoé Saldana, en termes d'acting, elle est incroyable, je trouve, dans le film, mais vraiment, quoi. Ah bah moi, je trouve qu'elle surnage au-dessus de tous les autres, pratiquement. Presque, parce que moi, il y a un autre acteur, une autre actrice que je trouve incroyable aussi, mais même si... mais on en reparlera après. Mais effectivement, là, quand tu vois la haine, enfin, franchement, la première heure et demie du film, les regards qu'elle lance, je trouve ça fou, en fait. Je trouve ça fou le travail qu'elle fait, quoi. Quand elle regarde Spider et tout, à chaque fois, je suis pas serein. Je me dis, ouais, tu dis, putain, elle va le buter dans 2-3 secondes. Et après, elle lui dit, toi, tu feras jamais partie de notre famille. Elle dit un moment, un truc comme ça. Elle dit, ouais. Elle envoie chier. Mais il y a un peu ce côté, Spider tiraillé entre deux familles, et même entre Jack et Quaritch, quoi. Genre les deux pères adoptifs. Enfin, le père adoptif et le père biologique. Complètement, il y a un peu de ça, quoi. Ce truc-là. Et Neytiri, son parcours qui passe clairement à la vengeance dans ce film-là avant de retrouver un petit espoir j'allais dire d'humanité, mais en fait, on peut pas dire d'humanité dans ce film-là, parce que c'est l'humanité, c'est pas la folie dans ce film-là, mais en tout cas Ouais, mais tu vois, dans la scène qu'on disait tout à l'heure, que Spider et Jake Sully dans la forêt, là, c'est quand même elle, au final, qui est en mode... non, c'est les deux, au final. Mais ça, là, je trouve que la scène, elle est hyper intelligente, parce que c'est les deux qui renoncent à ça, quoi. C'est-à-dire que Neytiri, elle se dit, merde, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, là, c'est peut-être trop tard, quoi. Là, et le moment où elle court, elle arrête pas Jack, parce que Jack, il aurait pu le tuer à ce moment-là. Mais les deux, ils se rendent compte qu'en fait, ils sont allés trop loin, quoi, pour le coup. Et ouais, moi, cette scène, elle m'a pas la brisé, pour le coup. Parlons peut-être de la déception pour moi. Loak. Pour moi, Loak, c'est une grosse déception dans ce film-là, pour le coup. C'est-à-dire que Loak qui refait le même parcours, non? Oui, là, pour le coup, les accusations de recyclage et tout, je peux pas le lire, alors que c'est le nouveau narrateur du film, Loak. C'est lui qui nous parle à travers nous. Et en fait, je trouve ça bizarre de faire de lui le nouveau narrateur, peut-être un nouveau point d'ancrage, alors qu'il est peu présent dans une grande partie du film, quoi. Vraiment, dans je sais pas combien de temps, il est plus là, quoi. C'est trop bizarre d'en faire le narrateur du film, et son développement, effectivement, il est pas si différent que le film d'avant. C'est-à-dire qu'on retrouve son arc de rebelle avec Payakan, son meilleur pote, qui est un autre rebelle également. Et il y a une finalité à l'histoire de Payakan, où il arrive à convaincre son clan, et Loak arrive à convaincre aussi les peuples, et donc du coup son père est fier de lui à la fin, et c'est ça. Mais je trouve que c'est très maigre comme développement, comme avancée vis-à-vis du personnage de Loak. Moi je suis très déçu, parce que moi j'aimais beaucoup le personnage de Loak dans le 2, et je trouve que là il y avait vraiment des choses intéressantes, et là je trouve qu'il est un peu à l'arrêt, et ça se sent dans le fait que dans une grosse partie du film, en fait, il est plus là. Enfin, il l'évacue parce qu'il sait qu'il a pas grand chose à faire, en fait, avec lui, quoi. Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'il a tout raconté avec lui dans le 2, ce qu'il voulait raconter, et puis voilà, quoi. Donc, il refait le même arc narratif, et avec les baleines, là, je sais plus comment ça s'appelle. Payakan.
Oui, Payakan, c'est la baleine. race, Non, c'est la baleine. C'est les Tulkun, sinon. Ah oui, les Tulkun, voilà, c'était ça. Ouais, il y a ce truc avec Tulkun. Après, il y a quand même un plan assez impressionnant. T'as les gros Tulkun là qui sortent de l'eau, qui font un espèce de. Les sages Tulkun. Je sais pas trop ce que c'est, mais. Oui, mais après, c'est hyper impressionnant, hein, le film. Hein, mais là, je trouve que c'est pas. Sur 3 heures, le film dure 3h15 et tout, Loak, bon, je trouve qu'il a pas grand chose à se mettre sous la dent. Il a pas grand chose, ouais. Kiri, oui. Kiri. Voilà. Tout le monde a fait la blague. Oui, Kiri, qui est joué toujours par Sigourney Weaver, et ça, je l'ai pas dit dans le 2, mais ça aussi, en termes de technologie, c'était fou. C'était fou de voir ça, quand même, qu'une dame, quand on a appris que, c'était Sigourney Weaver qui revenait, on était en mode, ah, putain, elle revient, mais son personnage, il est mort. Elle joue pas le même perso, techniquement, mais elle joue une gamine, enfin, une adolescente, quoi, ce qui est complètement barjot. Enfin, bref, c'est un peu fou. Et là, pour le coup, on est dans, oui, ça complète le parcours de Kiri qui a été amorcé dans celui d'avant, c'est-à-dire, voilà, sa connexion avec Eywa qui était dans le film avant. Là, il y a vraiment ça complète, enfin, ça fait vraiment partie 2 de ce qui a été fait dans The Way of Water, quoi, où il y a tout ce parcours et toutes ces séquences un peu mystiques que j'aime plutôt bien, sauf un truc, c'est donner un visage à Eywa. J'étais pas fan de cette idée, pour le coup. Là, je trouve que dans le côté mystique, pourtant le côté mystique et tout du film, j'aime bien, mais là, quand je vois Eywa qui a une espèce d'énorme visage et tout, là, anthropomorphiser ça, je fous une planète, enfin, je suis pas, je suis pas fan du tout, moi, de ce parti pris là. Mais après, son parcours fait sens, et après, je pense que voilà, le parcours de Kiri va pas surprendre parce qu'il est pas du tout fait pour surprendre, voilà, pour le coup. Mais il fait sens. Moi, j'aime plutôt bien sa relation avec Spider, qu'ils ont plutôt, voilà, ils ont développé, voilà, un amour interespèce, mais plus trop interespèce. Enfin, voilà, c'est toujours des trucs bizarres. Je trouve des relations un peu étranges. Mais moi, oui, j'aime plutôt bien le personnage de Kiri dans le film. Je sais pas toi. Le personnage en lui-même, ouais, mais moi, je le trouve aussi sous-exploité, tu vois. J'ai pas l'impression de l'avoir vu beaucoup. Ah ouais. Le personnage, j'ai l'impression qu'il, il y a un bon moment aussi où on la voit plus, hein, et puis après, elle revient à la fin, quoi. Après, je sais pas, c'est peut-être parce que son parcours, je trouve, il y a une vraie avancée dans son parcours, du coup j'ai moins ressenti le truc avec Loak, tu vois. C'est-à-dire que chaque avancée avec Kiri fait sens avec son personnage, c'est pas vraiment du recyclage, tu vois. Donc j'ai peut-être moins senti le côté... Ouais. J'ai pas l'impression qu'il y a grand-chose sur le côté clone et tout, parce qu'elle apprend ça, là, et elle est en mode... elle est en mode ah ouais, mais ça veut dire que je suis clone, ça veut dire que enfin, au début elle est énervée, puis en fait juste ça lui dit ouais, mais non, ça veut dire que t'es l'enfant d'Eywa, et puis voilà. Je trouve qu'il y a plus grand chose derrière. Je trouve que ça va trop vite, peut-être. Ça va très vite, peut-être. Ouais. Après, le rythme du film, oui, peut-être que, oui, effectivement, ce passage-là, c'est vrai que ça rush pas mal à la fin, quand même. Je trouve, oui, c'est peut-être, il y a peut-être un peu de ça, je trouve. Ça. Mais après, son parcours, je le trouve bien. Tu vois, je vois ce que tu veux dire, je suis d'accord, mais moi, ça m'a pas, enfin, je sais pas, j'accroche pas trop au truc mystique, je crois, dans ce film-là, en tout cas. J'étais pas dedans. J'ai un gros problème avec le film, je suis pas dedans. Oui, c'est ça le problème, c'est que je suis pas dedans. C'est ça le problème du film. Varang, la nouvelle méchante introduite, qui est jouée par Oona Chaplin, la petite fille ou l'arrière-petite fille de Charlie Chaplin, je sais plus. Mais oui, c'est vrai. Je trouve que c'est hyper intéressant, ce méchant, c'est-à-dire qu'il vient rebattre les cartes, en fait, vis-à-vis des Na'vi, c'est-à-dire que ça a été beaucoup... On parlait du fait qu'il n'y a pas vraiment de nuance, c'est-à-dire d'un côté il y a les gentils Na'vi, du côté il y a les méchants humains, et je trouve qu'il essaie de nuancer de plus en plus sa saga au fur et à mesure que les films avancent. Et là, pour le coup, effectivement, on découvre une part sombre de la culture Na'vi, c'est-à-dire qu'un peuple qui est violent, voilà, les Ash People, le peuple des cendres, voilà, et l'interprétation d'Oona Chaplin, elle est incroyable, je trouve. Et là, c'est pour le coup, c'est les deux plus grosses stars du film, entre guillemets, en termes d'acting et d'interprétation. C'est vraiment, pour moi, Neytiri et Varang. C'est-à-dire que Oona Chaplin, elle joue une espèce d'agent du chaos, un espèce de Joker un peu fou, là. Enfin, un truc qui en fait, elle se démarque totalement de ce qui a été fait dans les Na'vi, en fait. Elle a un côté spirituel un peu spécial. Je sais même pas comment vraiment définir, en fait, son personnage. J'ai l'impression de voir une espèce de Neytiri négative, tu vois, mais qui est complètement folle, tu vois, genre un truc comme ça, quoi. Et je trouve que son personnage, à chaque fois qu'il est là, il vole la vedette aux autres persos qui sont présents, quoi. Tellement il est un peu mystique. Enfin, tu sais, tout de suite, il marque l'écran, quoi. Son personnage, même en termes de design et tout, je trouve vraiment bien, quoi. Oui, je suis d'accord que j'adore le design. Moi, c'était une grosse attente que j'avais pour le film. Je m'étais dit, enfin, peut-être un méchant différent que Quaritch. Eh bien, non. Donc, bon.
Bah si, je veux dire, elle est différente de Quaritch, c'est pas Quaritch pour le coup. Non, mais en méchant, je me dis, enfin, peut-être un autre méchant principal Ah oui. que Quaritch. Mm. Voilà. Et au final, en fait, moi, mon problème, c'est qu'elle disparaît. Au bout de 2 heures de film, quoi. Une fois qu'elle se met en gros en couple avec Quaritch. Après, je vois ce qu'il veut faire, Cameron. Je pense qu'il veut faire le délire de des colons qui viennent et qui se marient avec genre la fille de la tribu ou tu vois le fameux. Oui, le colon qui utilise la détresse d'une femme de tout un peu, parce que elle est complètement désabusée, Voilà. elle ne croit plus en Ewa, etc. Vraiment, elle a une quête vengeresse, elle est dans les côtés hyper désabusés, et il y a le côté Quaritch, évidemment, qui va la manipuler. Et effectivement, il y a tout ce rapport avec les Indiens, de toute façon, c'est... Enfin, depuis le premier film, les Indiens et les Na'vi, voilà, il y a des inspirations claires et nettes, tu vois, mais... Oui, bien sûr. Et ça fait totalement sens, quoi, que le Quaritch arrive à la manipuler, etc. Maintenant, effectivement, je suis d'accord avec toi qu'à la fin, j'aurais voulu qu'elle soit beaucoup plus présente que ça, quoi. Ouais, parce que moi j'ai un gros problème, c'est que qu'elle est en couple avec elle, j'ai l'impression qu'elle n'existe plus dans le récit, quoi. J'ai l'impression qu'elle est juste là. En fait, elle a plus de dialogue, elle a plus rien. On la voit juste vite fait. Voilà, c'est la meuf de Quaritch et c'est plus que ça, quoi. Et je trouve ça dommage, même pourquoi. J'aurais aimé que genre elle se rebelle à la fin contre lui ou je sais pas. Parce que même dans le combat final, je trouve qu'il y a pas grand chose, quoi. Et ouais, j'étais assez déçu moi au final du personnage, alors que pendant les 2 premières heures, je dirais. Le personnage est super, il est, comme t'as dit, il est marquant, il prend toute la lumière dès qu'il arrive. Voilà, il a un design super, parce qu'en plus il a un design un peu différent que les autres Na'vi, avec la coiffe et tout, le côté, les peintures rouges et tout. Et voilà, moi c'était un peu la promesse du film, la tribu du feu, et je suis déçu, quoi. Donc voilà, ça m'a déçu, mais oui, quand le jeu d'acteur est super, enfin l'actrice est super. Ouais, bah, j'aurais limite aimé voir Quaritch, tu sais, qui découvre la culture du peuple des cendres, tu vois, un truc comme voilà, ça. Ça aurait été bien, en plus, en parallèle avec le 2, où on découvre une autre culture, là, de ce côté-là, pour le coup. Et c'est vrai que c'est dommage qu'elle disparaisse, même si, pour moi, c'est moins grave dans le sens que les autres personnages qu'on voit pas, genre Loak ou quoi, parce que ça fait sens aussi quand même dans le récit qui est raconté, tu vois. C'est pas genre, c'est pas juste gratuit ou quoi, tu vois. Là, je trouve qu'il y a un sens quand même dans ce que le film dénonce. Il y a un sens, mais moi, je voulais que ce soit la méchante principale. Je suis d'accord, c'est faux. Moi, ça m'a frustré, ouais. Voilà. Après, pour le coup, je trouve qu'elle a une super alchimie avec Quaritch. Voilà, Quaritch, on va parler juste après. Mais voilà, je trouve qu'il y a une relation entre eux qui est genre très sensuelle, très sexuelle, charnelle entre eux, qu'on retrouve pas du tout dans ce genre de production, encore une fois. C'est-à-dire que vraiment, il y a il y a un truc très charnel, en fait, entre les deux. Sachant qu'à Hollywood, on va dire que les aspects charnels des relations, etc., c'est souvent très lissé. Et tu vois, dans les histoires d'amour, il n'y a pas trop ce côté, ce côté sexuel, en fait, tout simplement. Là, je trouve qu'il assume. J'ai l'impression que ça existait plus dans les années 90 comme ça. Oui. Et que ça a un peu disparu dans les années 2010, dans le MCU. Oui, dans les années 2000, 2010, etc. Tout a été un peu lissé à ce niveau-là, quoi. C'est très propre, c'est très prude, etc. Même, je me souviens, Superman, il y avait des gens qui étaient un peu choqué, tu sais, de la scène où il rentre chez lui, enfin la scène de discussion, etc., parce qu'il y avait vraiment une tension un peu sexuelle et tout, et les gens étaient beaucoup moins habitués à voir ça, tu vois. Mais tu vois, il y a eu ça, par exemple, Spider-Man. Oui, Spider-Man avec Mary Jane, tu vois, sous la flotte, là, et tout, qui est voilà, et tu vois, donc, à l'époque, il y avait quand même ça, mais ça a un peu disparu, ouais. Après, je dis pas que ça a disparu de toutes les productions, mais c'est vrai que c'est très lissé dans énormément de productions, même les histoires d'amour, déjà, même juste parler d'histoires d'amour, il y en a plus énormément, déjà, juste de ça, déjà. Donc, bon, voilà. Là, je tenais à le noter parce que ça m'a quand même marqué le côté sensuel du personnage, quoi. Et moi, par contre, un personnage que j'adore, voilà, je le dis, c'est Quaritch. Voilà, moi, j'adore ce personnage. Je trouve que c'est le meilleur personnage des films Avatar maintenant, quoi. C'est-à-dire que de voir le mec qui est tiraillé entre deux identités, et ici, on le voit en plus de plus en plus embrasser son côté Na'vi en lui, c'est-à-dire qu'il commence à se détacher c'était déjà amorcé dans le 2, pardon, mais là on sent qu'il se reconnaît de moins en moins avec les êtres humains et qu'il se reconnaît le plus avec le peuple des cendres, parce qu'on aurait pu croire que, tu sais, il devient un Na'vi plutôt gentil, pacifique. Non, parce que c'est Quaritch, tu vois, il va pas rejoindre le peuple de l'eau ou quoi, il devient pas totalement un Na'vi pacifique, tu vois, il a son propre chemin, et je trouve dans les nuances, dans sa métamorphose, dans les tenues, parce qu'à la fin, il a la tenue du peuple des cendres, quoi. C'est-à-dire qu'il est vraiment devenu, il a presque trouvé une nouvelle famille, hein, lui aussi, hein, de ce côté-là, hein, quelque part, hein, tu sais, Quaritch, tu vois. Ouais. Et j'aime bien tous les rapports qu'il a avec les humains, parce qu'on sent au fur et à mesure du film que les humains lui font comprendre le traitement des humains, tu vois. On sent que
il pourra plus. Enfin, il a jamais été le Quaritch d'avant, mais on sent que les humains le traitent plus du tout comme un humain, comme le Quaritch d'avant, quoi. Ils sont en mode, t'es quand même une espèce différente de nous, tu vois. Il commence à avoir ce petit racisme, tu vois, sous-jacent. Oui, il y a ce truc-là. Enfin, on voit qu'il est plus traité comme avant, tu vois. Lui, d'ailleurs, qui était le raciste de cette espèce-là complètement, quoi. Là, c'est ça que j'aime bien, c'est-à-dire que c'est pas Quaritch, en fait. C'est un avatar qui a tous les souvenirs de Quaritch, et donc, du coup, il y a tout ce rapport à l'identité, etc., que j'aime beaucoup, et ce que j'adore dans le film, c'est sa relation et ses interactions avec Jake Sully. Je m'explique. C'est-à-dire que, au fur et à mesure du film, on les voit se battre, et il y a plusieurs répétitions, hein, de façon de Jake Sully, de Quaritch, de toute la saga, etc. Mais en fait, j'aime bien quand ils se posent et qu'ils parlent, et on voit qu'en fait, ils ont de moins en moins envie de se battre, les deux, en fait. En fait, ils sont en train... Il y a un truc hyper touchant, moi, que je trouve qu'ils se jouent entre eux. C'est-à-dire que c'est les deux guerriers qui sont faits pour la guerre, hein, littéralement, des marines, etc., qui se font une guerre éternelle, donc en fait, dont en fait le sens n'a plus trop de sens, en fait. Au fur et à mesure, en fait, ils sont en train de se battre, ils sont en train de voir, et même Jake, il le voit, parce que ça, c'est quelque chose de... Voilà, que je dis, il le voit, c'est parce que c'est une phrase de la saga, il voit qu'il a des nouveaux yeux, il voit que c'est plus le même, qu'il est en train de changer, tu vois, il est en train de se dire, est-ce qu'il y a un espoir quand même pour Quaritch, et je sais pas comment il va développer ça dans la suite, mais moi je trouve que ce personnage, pour moi c'est le meilleur personnage de ce film, je pense clairement, quoi, avec Neytiri peut-être, mais voilà. Ok. Ouais, tu m'as convaincu, je vais revoir le film. je décrète mon amour pour Quaritch de partout, moi. C'est vraiment, j'adore ce personnage, quoi. Oui, je suis d'accord que quand il est là, oui, il pète l'écran quand même et tout, il y a pas de souci. Moi je trouve qu'il y a un truc qui fonctionne quand il est avec Spider. C'est vrai que tout quand il est avec Jake, oui, voilà. Mais en fait, moi j'ai eu l'impression, je sais pas, alors parce que là, avec ce que tu viens de dire, je suis en train de me dire, j'ai mal compris le film, mais parce que moi, tu vois la première discussion qu'ils ont entre eux dans la forêt là, Jack et Quaritch. Moi, j'ai cru qu'on allait avoir un duo, tu vois, pendant tout le film entre les deux et tout, et je m'attendais à un arc de rédemption. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et en fait, j'étais déçu que j'ai pas eu l'arc de rédemption, en fait, parce que j'ai eu l'impression que ça se répétait un peu par rapport au film d'avant, tu vois. Donc, moi, je trouve pas que ça se répète, parce que je sens que, tu vois, par rapport au film d'avant, il a une haine envers Jake Sully. Il y a pas de... Tu vois, le film d'avant, c'est avec sa relation avec Spider qui change, ou avec les trucs qu'on voit. Mais là, tu vois, là, ils se posent, ils parlent. Il y a ce moment où ils sont à côté de l'eau, et ils parlent, ils sont avec les enfants, tu vois. Et on sent qu'il y a une tendresse un peu entre eux, qui est un peu, toi, qui t'es pas là avant, tu vois. Où tout d'un coup, je sens qu'il y a une possibilité pour Quaritch, peut-être, mais bon, c'est Quaritch, hein. Il se reconnaît plus aux côtés des navis du peuple descendre, tu vois. Mais oui, vas-y. Ouais, mais non, parce que j'ai l'impression qu'à la fin du 2, on avait déjà dit ça, en fait. Enfin, à l'époque, on a tous dit, il va avoir un arc de rédemption dans le film d'après. Et là, j'ai l'impression, à la fin du 3, on dit, il va avoir un arc de rédemption dans le film d'après. Donc moi, je sais pas, je trouve ça bizarre un peu, tu vois. Je vois ce que tu veux dire, mais pas forcément, parce qu'on disait, il avait un arc de rédemption, mais sa haine de Jake Sully, tu vois, par exemple, elle était indéniable. Dans même le 2, à la fin, il dit, je vais te retrouver, à la toute fin, il dit, je vais te retrouver, je vais tuer toute ta putain de famille, tu vois. Il y a un truc où, et alors que là, progressivement, tu sens qu'il y a un truc qui était pas là avant entre lui et Jake, je trouve, tu vois. Mais je suis d'accord qu'entre lui et Jack, ça marche, hein. Je suis d'accord. C'est les meilleurs moments du film, oui. Je dis peut-être qu'à la fin, dans le 4 ou le 5, il fera sa rédemption complète et tout. Mais là, je trouve que c'est bien qu'il ait exploré son côté sombre de Na'vi, c'est-à-dire avec le peuple descend, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rédemption tout de suite ou quoi, tu vois. Et ce qui se joue avec Jake Sully, enfin, en tout cas, j'aime beaucoup. Voilà, je vais pas le redire, je l'ai dit 5 fois, mais voilà, quoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu homosexuel non. Je l'ai pas vu, mais peut-être, écoute, hein, je ne sais pas, mais je ne l'ai pas vu. Tu sais, quand ils sont tous les deux à côté de Spider, ils sont en mode, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que c'est pas un peu... Ouais, il doit y avoir des fanfictions, hein. Ouais, je pense. Il doit y avoir des fanfictions. Bref, Avatar 2, voilà. Un truc qui m'a surpris, c'est la fin. Ouais, Avatar 3, oui, putain, c'est lapsus peut-être, un petit peu révélateur. Mais en gros, à la fin, voilà, là je sors un peu du film, mais c'est vrai que James Cameron et les acteurs, même Sam Worthington, ils vendaient un peu en mode moi je l'ai un peu vécu comme la fin d'une trilogie, le truc et tout. Bah non. Ah oui, ça c'est un gros problème. Moi je trouve que la fin, le film, il te dit salut, bonne journée. J'ai passé 3h15 comme ça, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'épilogue. C'est en mode c'était ça, c'était sympa. Voilà. Maintenant tu peux te casser. Il y a toujours une fin un peu brute, je trouve, dans les avatars, etc. Mais moi, ce qui me surprend, c'est que, en fait, moi je me dis, il y aura peut-être une conclusion en mode, je sais pas, des personnages vont mourir, et après dans le 4 et 5, ça se passera, je sais pas combien d'années après, ou je sais pas, un truc radical. Et là, je suis en mode, les méchants sont encore en vie, techniquement.
Ah oui. La rébellion n'est pas finie, voilà, les humains, ils vont vouloir aller chercher Spider, ou je pense encore, et je suis en mode, bah, t'as clairement laissé la place pour une suite. Enfin, là, tu te fous de ma gueule. c'est pas une conclusion claire et nette, tu vois, de en mode, bah là, Avatar, si ça se termine là, oui, effectivement, ça peut se terminer là. Moi, je suis pas du tout d'accord. Je suis en mode, bah non, là, non, c'est pas vrai, quoi. Ouais, non, mais ça, je suis complètement d'accord. Moi, ça m'a. Bah oui, je disais, on faisait des théories à la fin du 2. On disait, ouais, bah, le 3, ça va être, oui, genre la mort de Sully. Et après, on passera aux enfants qui auront grandi. Il y aura. Bah, d'ailleurs, Sigourney Weaver en a parlé, hein, que le 4, ce serait. Il y aurait un gros bond dans le temps et que Kiri serait la narratrice de ce que. Oui, apparemment. Ouais. Oui, non, mais je pense que c'est pour ça qu'ils le voient comme une trilogie, dans le sens où il va y avoir un gap dans le 4. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas comme si tous les enjeux étaient fermés là, quoi. Bah, Jacques Sorelli, il sera là, il sera grand-père, quoi. Bon, peut-être, j'en sais rien. Mais oui, enfin voilà. Mais en tout cas, tu sens que les enjeux et tout sont pas fermés. C'est-à-dire, si la saga s'arrête là, on va pas me dire, non mais oui, la trilogie se tient et tout. Bah non, là, il manque une suite, tu vois, tu peux pas me dire ça, quoi. Enfin bref. C'est un peu ce truc-là, quoi. Par contre, je trouve que c'est bien qu'il ait pas fait le 4 et le 5 d'un coup. Enfin, avec ça. Parce qu'en fait, je pense que c'est peut-être ça le problème. Ah oui. Parce qu'on sent que le 2 et 3, ils sont rattachés, on sent qu'ils ont été faits ensemble, on sent que c'est un film, et là je me dis peut-être que le fait que là maintenant il y ait du temps, il y a des années entre le 3, la sortie du 3 et le 4 et tout, la conception, peut-être que du coup il va pas nous faire un film. Bah, après c'est le problème de base, c'est que le film a été un film qu'ils ont coupé en deux, quoi. C'est-à-dire qu'il a jamais travaillé comme ça, James Cameron, tu vois. Pour le coup, quand il revient faire Terminator 2, il s'est passé 10 ans, je sais plus. En tout cas, il a fait d'autres films. À l'époque où il fait Terminator 1, il pense pas foncièrement à faire Terminator 2 dans la foulée ou quoi, tu vois. Il a vite fait des idées, mais quand il fait Terminator 2, du coup, il construit vis-à-vis, bah, tu sais, en parallèle, mais un peu en contraire du premier film aussi. Et donc là, je pense que le 4 et le 5, va falloir faire ça un peu, tu vois. Pas, parce que là, le 3, oui, effectivement, il y a des répétitions, il y a un truc. Et je trouve que vraiment, le truc qui me saute aux yeux, c'est vraiment le refermement de l'univers. Moi, c'est ça qui me marque, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il est refermé sur lui-même, quoi. Et j'avoue que ça me gêne pas mal pour le coup, quoi. Ouais, c'est un gros problème. Parce que, en fait, moi, il y a aussi ce truc des humains contre les navis. Je trouve qu'au bout du 3e film, ça commence aussi à se répéter, quoi. La colonisation, tout ça, oui, ok, mais en fait, moi, j'aimerais bien un truc juste où il y a juste les navis qui se foutent sur la gueule, quoi. En fait, j'en ai marre des humains, je crois, mais je comprends ce qu'il veut raconter et tout. Mais je trouve que c'est qu'au bout de 3... En fait, là, pour moi, il est à la limite, tu vois, et il faut qu'il raconte autre chose. Il faut qu'il raconte autre chose dans un prochain film. Bah, je pense pas que c'est forcément les humains contre les navis, parce que je pense que ça va traverser évidemment toute la saga, mais c'est vrai qu'effectivement faut qu'il renouvelle des enjeux, ou en tout cas faut qu'il tu vois, il faut qu'il apporte environnement, un truc, quoi. Mais tu vois, je sais qu'à un moment, à l'époque de la sortie du 2, ça parlait de Neytiri qui irait sur Terre pour aller buter des humains. Bah vas-y. Oui, bah peut-être, tu vois, oui, peut-être on va changer bah déjà ça permettrait de changer d'environnement, etc. Mais tu vois, là il y a un truc qui est amorcé, et c'est peut-être le seul vrai avancé, c'est vraiment Spider qui peut respirer sur Pandora, où là effectivement ça ramène quelque chose au niveau des humains, où là tu dis ah oui, ok, là il y a un nouvel enjeu pour que l'humanité aille les chercher et reste là, tu vois, il y a un vrai truc. Et je pense que voilà, ça sera peut-être exploré après, mais oui, effectivement il doit se renouveler, il doit y avoir un truc, quoi. Il doit avoir là même s'il y a cette idée qui est faite, c'est-à-dire le bond dans le temps, etc., le fait qu'on reprenne pas directement après le 3, je pense que ça peut être pas mal, ça, pour le coup, de voir des persos qui sont plus exactement les mêmes, de les voir grandir et tout ça peut être bien. Ouais, parce que moi, Jack Sully, c'est pas un perso que j'apprécie beaucoup. Par contre, je me dis qu'une Kiri pourrait me faire aimer vraiment la franchise, tu vois. Si c'est le perso principal ou quoi, tu vois, ça pourrait peut-être me plaire, ouais. Ça pourrait peut-être mieux m'aller comme personnage principal. Après, je comprends. Parce qu'aussi, Jack Sully, quoi? Non, mais mais du coup, je comprends encore moins si le 4, c'est Kiri d'avoir fait de Loak le narrateur du 3, je comprends encore moins, tu vois, pour le coup. Parce que. Mais d'ailleurs, à la fin, c'est pas Spider qui narre à la toute fin. Non, c'est toujours Loak, c'est toujours Loak qui fait. Mais ce qui me paraît encore plus bizarre, parce que je suis en mode, il est plus présent dans le 2, mais c'est pas lui qui narre dans le 2. Et là, dans le 3, il est moins présent et c'est le narrateur. Enfin, je comprends pas trop. Enfin, bref. C'est quel narrateur du 2? Bah, c'est Jack Sully encore, comme dans le 1. Ah, c'est Jack Sully. Oui, ok, d'accord. Oui, bah, logique. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont fait le choix est bizarre. C'est vrai que tu le dis maintenant. Pourquoi? Bref. Le choix est étrange. Ouais, mais par contre, le 4 et 5 seront tournés en même temps, donc on peut avoir peut-être le même problème avec le 5. Mais le 4 et le 5 sont pensés comme des films séparés, peut-être aussi. C'est-à-dire que à la base, il avait prévu que 3 suites, c'est-à-dire qu'il a coupé en deux, le 2 et le 3, ça devait être un seul film, et là, il est coupé en deux. Le 4 et le 5 sont pensés comme des films individuels, donc j'ai quand même un peu plus d'espoir quand même que celui-là, tu vois. On verra bien. Parce que
on sait pas exactement, parce que là, il a dit des déclarations un peu bizarres, etc. Je pense que le film va cartonner. Je pense pas qu'il va atteindre du tout les chiffres d'Avatar 2. Je pense que voilà, il démarre un peu moins bien, etc. Je pense ça va cartonner quand même. Voilà, ça va péter les scores quand même. Je pense que Avatar 4 et 5 vont être greenlightés. Voilà, j'ai du mal à voir que le film soit pas greenlighté. Après, je me pose la question, est-ce que James Cameron va enchaîner direct dessus, tu vois? Je me dis, est-ce qu'il va enchaîner sur 4 et 5? Parce que moi, contrairement à toi, parce qu'on en a discuté, je suis persuadé que s'il y a 4 et 5 il va les faire, je n'imagine pas qu'il va pas les faire. Mais est-ce qu'il va les faire tout de suite? Est-ce que ça va être son prochain film? Peut-être pas. Parce que j'ai vu une interview là, je sais plus c'est chez qui en parle, mais il dit clairement qu'il a envie de faire autre chose. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris, il a envie de faire autre chose. Il a dit, j'ai d'autres histoires à raconter, tout ça. Mais tu sais, hors Avatar, mais il dit pas qu'il veut pas faire Avatar non plus, tu vois. Oui. Mais oui, il dit qu'il veut pas mourir. Enfin, il se voit, enfin, il est vieux, quoi, et qu'il a encore plein d'histoires à raconter, et que voilà, il va pas s'arrêter là, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Donc peut-être il va faire des films, tu sais, à plus bas budget. Peut-être il va faire ça j'y crois pas une seule seconde que James Cameron va faire des films bas budget. Mais vas-y. Va peut-être pas faire des films qu'il lui faut 5 ans pour les faire. Tu oui, vois. de toute façon, il peut pas se relancer dans un projet comme du genre d'Avatar parce que sinon ça va être. Voilà, fou, c'est ça que je veux dire. Mais j'imagine que ça va bien coûter 200 patates, ces conneries. Il y a moyen. Mais un projet sur 2-3 ans, tu vois, je vois plus un truc comme ça. Bah écoute, on sera là de toute façon pour les voir ces films, parce que c'est James Cameron et on est toujours curieux quand même de découvrir ces films. Et bon voilà, on a fait un gros épisode quand même, gros épisode en plusieurs parties, voilà. Pour la fin de l'année, voilà, c'est bien. C'est ça. Et bah merci pour le monteur, j'ai bon courage à lui. C'est moi. C'est toi. Voilà. Donc voilà, et bah oui, c'est notre dernière critique de l'année. Et puis après on attaque les tops, les flops, et là ça va. Ouais, on a des trucs à dire, on a des trucs à dénoncer, c'est et voilà. Et bah, on espère que vous avez aimé cet épisode. Voilà, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles sur la plateforme de laquelle vous nous écoutez, ça nous aide beaucoup pour le référencement. À nous suivre, on est disponible un petit peu partout sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts, Acast, Deezer, Spotify, Podcast Addict, etc., etc. À nous suivre sur les réseaux sociaux @lanuitdessorties sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok, YouTube. Et bah on se retrouve très bientôt pour les tops de l'année, Star. Oui, effectivement. Et ben à bientôt. Ciao.